Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, THE à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Créativité, le 3e démiurge du nom. Je vous souhaite la bienvenue et aujourd'hui, je ne suis pas seule évidemment, je suis accompagnée d'une invitée, d'une autrice fort à mon cœur, là comme ça. Voilà, Floriane Soulas, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, je suis trop contente d'être là, c'est trop cool. On a parlé depuis super longtemps de faire ce podcast, donc trop contente. T'étais dans ma to-do list depuis très longtemps. Oui, donc aujourd'hui on va parler ensemble de tout ce qui est créativité, de ton actualité, de comment tu crées tout ça, tout ce que tu as créé jusqu'à maintenant, donc tous les romans que tu as sortis, et puis peut-être d'autres choses que peut-être tu es... peut-être que ta création, ta créativité ne se limite pas au roman, on va voir ça. Et donc, peut-être pour les trois rares pecnos qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter à tout le monde ? Oui, allez, c'est pas un exercice que j'affectionne, mais j'ai appris à le faire. Donc, je m'appelle Floriane Soulas, je suis autrice d'imaginaire, donc surtout de fantastique et de science-fiction. Un jour, peut-être, j'irai dans la fantasy, mais c'est pas encore le cas. Et voilà, à côté de ça, je suis ingénieure et mon dernier roman, Tonnerre après les ruines, est sorti en octobre 2023 chez Argile. Super, et donc tu es ingénieure en quelle Ah oui, dans l'aéronautique. Ah oui, aéronautique. Je fais des avions, enfin des trucs qui volent en tout cas. Un truc un peu stylé quand même, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est cool. J'avoue. Et donc, ma première question, ce serait donc par rapport à ton inspiration, la façon dont tu nourris ce puits d'inspiration et de créativité. Toi, justement, où est-ce que tu vas chercher ça ? Où est-ce que tu te nourris ? C'est une question que je me suis posée. C'est marrant parce que je me suis vraiment posé cette question quand je suis partie en Écosse, où j'étais un peu dans une période de blocage. Et on m'a beaucoup demandé mais où tu vas... Enfin, je pense que c'est une question qu'on pose beaucoup à tous les auteurs en général, c'est où est-ce que tu vas chercher tes idées ? Et en fait, je me suis dit que j'avais pas envie de savoir. Que je trouve que depuis que je me suis mis à écrire de façon professionnelle, je me suis mis à intellectualiser un peu toutes les parties du processus. Et des choses qui, tu vois, quand j'ai écrit Rouille, qui me semblaient hyper intuitives, très organiques, très naturelles, et je me suis mis à les intellectualiser beaucoup. Et le rayon des idées, c'est un peu le seul bastion où je me dis, là, il faudrait peut-être pas y toucher et laisser un peu ce côté-là mystérieux, quoi. Mais de fait, je sais quand même que je fais beaucoup de rêves parce que j'ai la chance de me souvenir de quasiment tous mes rêves. Encore qu'en ce moment, pas trop parce que je fais des espèces de coma, mais j'ai la fatigue, quoi. Mais c'est vrai que je me souviens beaucoup de mes rêves et c'est vrai que j'ai beaucoup d'histoires qui me sont venues dans des rêves. Et après, je sais pas, j'ai lu il y a pas longtemps un essai de Philippe Pullman, l'auteur de La Croisée des mondes, qui parlait de ça. Qui parlait de ça. Et je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'il a dit. Il a dit, en fait, c'est des espèces de fulgurances où ça arrive et tu sais que c'est là. Et tout d'un coup, tu as, par exemple, quand j'ai écrit Tonnerre, avant que je commence à écrire Tonnerre, j'avais pas de nom pour la ville. Et je suis passée sur la route devant la vraie ville de Tonnerre, près de Dijon, et j'ai dit c'est ça. Et là, toute la ville, elle s'est mise dans ma tête, tu vois. Et je pense que c'est juste qu'il y a plein de choses qui sont là, qui sont en maturation depuis hyper longtemps. Un peu comme un nuage autour de notre tête. Ouais, comme un nuage, et tout d'un coup, t'as un truc qui fait que, hop, tout s'assemble. Et il disait, lui, moi je dis c'est un peu comme voir la matrice pendant 5 secondes, et tu arrives pendant 5 secondes à faire tous les liens. Et lui, il rapporte ça plus à un truc... et c'est marrant parce que c'est quasi divin, alors qu'il est complètement athéiste, mais il dit... Pendant 5 secondes, je suis reliée à tout dans la nature. Genre, je fais corps avec le monde et je vois tout. Mais ça dure 10 secondes, quoi. Et moi, j'ai vraiment ce truc-là où là, par exemple, j'étais en Écosse et
j'ai le titre d'un projet que je suis en train de réfléchir est apparu, et j'ai dit, ah bah c'est ça le titre. Et pendant 5 secondes, j'ai dit, je comprends tout est évident, et c'est passé, et j'ai eu vraiment la sensation d'avoir perdu des choses en chemin. Genre des choses qui m'avaient semblé évidentes, et je les ai pas eues, mais j'avais gardé quelques trucs essentiels, et après je me mets à broder sur ces trucs-là, jusqu'à ce que tous les liens ça arrive souvent justement quand tu fais des rêves où tout paraît évident et tout paraît clair comme de l'eau de roche, et puis plus ça passe, plus ça se délite, et t'arrives plus en fait à comprendre pourquoi c'était aussi clair dans ta tête, quoi. Évident, ouais, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que le coup du rêve, moi c'est pareil. En fait, quand j'étais à mon école de 3D, mon film de fin d'études est venu d'un rêve que j'ai fait où j'avais vraiment... c'est l'histoire d'une quête d'un natif, d'un Indien d'Amérique, et dans mon rêve, en fait, j'avais vu l'apparition d'un bison dans un... Enfin, tu sais, composé de sable. C'était dans une tempête de sable. Et en fait, et il avait un œil qui brillait, tu vois. Et en fait, là-dessus, j'ai basé tout mon film de fin d'études là-dessus. Il a eu un prix d'ailleurs après, voilà. Mais je pense qu'il faut pas négliger comme ça les rêves, quitte à ce que ce soit un truc qui te serve dans 5, 10, 15, 20 ans. Peut-être que justement le côté étincelle, tu sais, genre comment dire, la light bulb, la Eureka qui arrive. C'est évident, quoi. C'est un truc qui reste comme ça dans ton nuage d'idées que tu traînes avec toi et que tu remplis au fur et à mesure. Et d'un seul coup... c'est hyper étonnant parce que c'est exactement ça. Et en fait, parfois, l'idée de base que tu as, elle se transforme au fil du temps et elle se révèle autre chose, tu vois. Par exemple, on en parlera après, mais là, dans un roman jeunesse que j'ai écrit, en fait, c'était une idée que j'ai eue il y a... je sais pas, ça devait être en 2009, quoi. Et ce truc-là, ça me hantait, mais vraiment, ça me hantait. Et au final, quand j'ai voulu l'écrire, tout s'est transformé autrement. Mais c'était parce que cette idée-là était là que j'ai pu écrire ce truc-là, tu vois. Et pareil pour un autre projet que j'ai. En fait, c'est un rêve que j'ai fait et ça m'avait tellement traumatisé, ce rêve, que je l'avais écrit. J'avais écrit cette histoire-là. Et je me suis toujours dit que j'allais en faire quelque chose. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à développer une histoire autour qui n'avait plus rien à voir. C'est vraiment... Mais juste l'essence du truc était là. Mais je pense que si j'avais pas fait ce rêve-là, j'aurais jamais eu, ça n'a pas fait roman ne serait pas construit de cette façon-là. Ça n'a pas fait genre l'effet boule de neige qui a entraîné d'autres trucs, quoi. Ouais, des fois, il faut juste en fait un truc qui a peut-être rien à voir ou qui va être juste un embryon de choses qui va déclencher d'autres choses, et qui va mûrir au fur et à mesure. L'idée initiale n'est pas forcément la bonne. Non, tu vois. Donc, clairement. Enfin, elle est la bonne pour commencer le projet, mais elle n'est pas forcément la bonne pour rester dans le projet. Et c'était particulièrement flagrant dans Rouille, où toutes mes idées initiales, elles ne sont pas restées dans le roman final. Tout ce qui avait fait que j'avais écrit le roman, notamment, il y avait de la poésie dedans, il y avait Alfred de Musset, il y avait plein de choses comme ça. Et ben en fait, à la fin, tout ça a sauté. Et tout ce qui avait fait que je m'étais mis à écrire le roman était parti parce que c'était juste la petite pierre du premier truc qui me permettait aux bonnes idées d'arriver, tu vois. Ouais, je vois très bien. Carrément. J'aurais d'autres questions par rapport à une qui, je pense, taraude beaucoup d'écrivains, d'écrivaines, etc. C'est vraiment cette volonté de faire dans l'original absolument, tu sais, de faire comme si quelque chose n'avait jamais été fait, et cette peur comme ça intrinsèque de forcément de devoir faire quelque chose d'original pour sortir de la masse. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a taraudé pendant justement peut-être tes premiers romans ou tes premières nouvelles, parce que t'as commencé par des nouvelles déjà, et est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta tête quand tu écris, cette volonté de faire original? J'ai pas trop ce truc-là. Je pense que je l'ai peut-être eu au tout début quand j'écrivais beaucoup de nouvelles, parce que moi je considère qu'il n'y a de nouvelles que de nouvelles à plot twist. Et que les nouvelles... En fait, si, j'aime bien les romans où il se passe rien, mais les nouvelles où il se passe rien, ça m'énerve. J'aime bien qu'il y ait un vrai truc à la fin, une vraie chute, quoi. Et je trouve que les nouvelles tranches de vie, ça m'intéresse pas trop. Donc je sais pas écrire de nouvelles, pas à chute. Et c'est vrai qu'il faut quand même un plot twist un peu original. Mais en fin de compte, tu peux faire des plot twists pas originales si tu l'amènes d'une façon qui est un peu innovante, quoi. Donc j'ai jamais trop eu... je me suis jamais trop... En fait, je me suis déjà dit, si déjà j'arrive à écrire une nouvelle, c'est pas mal. Et après, je me suis dit, déjà j'arrive à écrire un roman, c'est pas mal. Tu vois, genre, c'est ça le truc innovant de l'histoire. Mais c'est vrai que j'ai pas trop eu ce truc-là, parce que je pense que d'avoir écrit beaucoup de nouvelles, ça m'a appris que tout avait déjà plus ou moins été fait. Oui, déjà, ouais. Donc en fait, que l'originalité, elle était dans comment moi j'allais amener les choses, et pas dans...
un scénario très bien mené, tu vois, un peu à la Nolan par exemple, où en fait je trouve que souvent dans ce genre de choses, quand le scénario, il y a des scénarios qui sont hyper cool. J'ai lu des romans où il y a des scénarios où putain c'est hyper original, ça se met hyper bien en place, tout s'enchaîne super bien, c'est top. Mais souvent, je trouve que ça se fait au détriment des personnages. Et pour moi, l'originalité, elle vient toujours des personnages. Il y a un truc qui manque. Je pense vraiment que c'est eux qui font vivre l'histoire. Enfin, s'il y a une histoire toute seule, elle n'existe que parce que des personnages sont dedans. Et c'est le traitement des personnages qui est original parce que chaque voix est unique. Et c'est hyper bateau de dire ça, mais c'est vrai. Chaque voix est unique. Et du coup, ton originalité, elle est dans comment toi, tu vas traiter les personnages, tu vois. Ouais, par rapport à toi, tes expérimentations en tant que personne dans la vie, tes inspirations, forcément. Enfin, moi, je suis différente de toi, qui est différente de mon mec derrière, de chaque personne. C'est ça. Et tu vois, je trouve que, par exemple, moi, ce qui me fait kiffer, c'est essayer de faire aimer des personnages qui sont pas sympas. Et peut-être que c'est ça mon originalité, c'est de dire, moi, j'aime les gens méchants, quoi. Et je veux que mes personnages, ils soient toujours un peu ambigus et que j'ai envie de vous faire aimer des personnages qui sont moralement un peu bizarres, quoi. Mais c'est pas original, parce que des personnages moralement ambigus, il y en a toujours eu. Oui, clairement. Tout le temps, quoi. Mais peut-être que la manière dont je l'amène, ça fait un truc original. Après, je pense qu'il y a des vraies idées originales. Il y a eu des transformations, tu vois. Même si je suis pas une super grande fan, La Horde du Contrevent était hyper original, il n'avait jamais été fait avant. Et ça a changé quelque chose dans la fantasy, quoi. Et c'est intéressant. Mais je pense que ça arrive pas très souvent. Et qu'il ne faut pas se focaliser sur l'originalité. Il faut écrire une histoire qu'on a envie d'écrire parce qu'elle est importante pour nous, quoi. Je me demande si c'est pas quelque part une peur de décevoir, en fait. Tu sais que du coup... Je sais pas. Je me dis que pour des jeunes auteurs qui n'ont jamais publié, ils vont avoir l'impression que s'ils font pas un truc super original, leur manuscrit sortira pas du lot. Oui. Mais pour traîner avec beaucoup d'éditeurs, je sais que... et pour avoir fait un tout petit peu d'édito sur des nouvelles, je préfère une nouvelle pas originale, mais avec des personnages qui vont me faire vivre des émotions de fou, qu'une histoire hyper originale, mais où en fait je vais pas rentrer dans l'histoire et ça va rien me faire et je vais pas m'en souvenir après quoi, à part pour me dire ah oui, là il y avait un plot twist intéressant, mais j'ai pas vécu d'émotion, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Donc je pense qu'il faut pas se mettre... En fait, ça se trouve, on aura une idée originale un peu par hasard, quoi. Dans ce cas-là, c'est banco. Oui. Mais je pense qu'il ne faut pas s'empêcher d'écrire les histoires qu'on a envie d'écrire parce qu'on estime qu'elles ne sont pas suffisamment originales. En fait, il n'y a rien de le plus important, c'est les personnages et puis la connexion que tu fais entre les personnages et le lecteur. C'est ça qui fait que ton roman va imprimer prendre, quoi. Ouais, complètement. Plus que ce truc-là, j'ai jamais vu de ma vie, etc. Quoi. C'est ça. T'auras plus de chances de marquer par ça plus que par... Il n'y a rien de plus puissant que les émotions, quoi. Oui, on est des humains, on est mus par les émotions. C'est ça. C'est ça qui est le plus important. Si tu arrives à faire ressentir quelque chose au lecteur, c'est gagné, quoi. Ouais, complètement. Et alors, en parlant justement plus précisément de faire des romans, etc., toi, quels sont tes outils de création préférés ? Word. Word et des carnets. Et mon cerveau. T'as toujours été fidèle à Word. Moi, je sais que je pouvais pas, j'ai pas réussi, quoi. Ah ouais. Je crois que si j'étais restée dans Word, j'aurais jamais rien fini comme roman. Ah ouais. Clairement, sûr. Ah ouais, c'est marrant. Moi, Word, c'est mon compagnon de toujours. Encore que là, j'ai changé d'ordi et sur celui-là, j'ai une espèce de version de 2016 complètement bâtarde que je déteste. J'y comprends rien. Alors, c'est quelle version de Word dans ce cas-là parce que... C'est la version. Attends, parce qu'elle est ouverte sur mon ordi. Je vais te dire. À propos de Microsoft Word, c'est la version 16.16.27 de 2018 là. C'est celle que tu as ou c'est celle que tu préfères ? C'est celle que j'ai. Et ma version préférée, c'est c'est laquelle ? Celle que j'ai au bureau, ça doit être la 2018 ou la 2020 là. Enfin, pas la dernière, une des avant-dernières là, qui était bien. Qui était installée par défaut sur les ordis de mon taf. Et du coup, c'est plus parce que t'es habitué et que en fait, c'est parce qu'elle ressemble... Alors, moi, sur mon ancien Mac, j'avais une vieille version de 2006 ou 2008. Et en fait, ils sont revenus à un design qui ressemble à cette version-là dans les dernières. Et du coup, je suis pas perdue. Je sais où tout se trouve. Alors que dans celle-là, ils ont resté un espèce de truc un peu ergonomique, je sais pas quoi, avec des... Enfin, je comprends rien. C'est horrible. À chaque fois, je suis en train de taper sur Google. Version 2016 de Word, comment trouver les commentaires, le listing de commentaires, tu vois. Et c'est un peu chiant. Et elle est pas très pratique. Enfin, en fait, c'est juste que je suis pas habituée encore. Ouais. Ça fait que 2-3 mois que je suis dessus, quoi. Mais je la trouve pas ouf, quoi.
J'avoue que Word, pour moi, c'était pour écrire des lettres de motivation ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, moi, ça a toujours été ça. Et quand j'avais commencé à écrire mes toutes premières histoires, machin, techniquement, c'était sur Atari. Alors, c'est pour te dire que c'était encore plus, tu vois. Ouais. Mais pour moi, ça a été toujours aussi, genre, c'est les lettres que tu écris pour envoyer. Je sais pas. Alors que nous, quand on était petites, mon papa, il avait racheté à son entreprise des vieux ordis. Enfin, des vieux. À l'époque, c'était pas vieux, c'était genre Windows 95 et 98, tu vois. Ouais. Et du coup, j'avais un ordi qui était pas relié à Internet dans ma chambre. Et j'avais que du traitement de texte et des jeux qui étaient installés dessus. Et du coup, pour moi, Word, ça a été le premier outil pour moi d'écriture, quoi. J'ai toujours écrit. En fait, j'aime pas écrire à la main parce que j'ai une boule d'écriture sur le doigt et ça me fait super mal au bout d'un moment. Et surtout maintenant que j'ai plus l'habitude d'écrire beaucoup, en fait, quand j'écris beaucoup, au bout d'un moment, j'ai mal à la main. Et du coup, petite, j'aimais pas trop écrire à la main. Et du coup, dès que j'ai eu un ordi, je me suis mis à écrire sur un ordi, quoi. Mais tu utilises quand même beaucoup de carnets dans ton processus. Ouais, j'utilise beaucoup de carnets, mais j'écris pas des grandes phrases dedans. C'est vraiment de la prise de notes. J'écris pas... le max que je peux faire, c'est des résumés de chapitres. Quand je fais des corrections, je dis, attends, chapitre 23, et hop, je remets ce qui doit se passer dedans, mais c'est limite des bullet points, tu vois. J'écris pas vraiment des lignes, c'est pas de la prose, dans mon carnet, quoi. Pas du tout, ouais. Mais ouais, par contre, j'ai un carnet par projet. Et là, dedans, je trace tout. Généralement, j'en utilise que la moitié, mais des fois, c'est déjà pas mal, quoi. Et je fais des dessins, je fais des cartes, je note des trucs, je fais des petites... Après, je fais le suivi de mes corrections aussi dedans. Comme ça, j'ai tout dedans. Et de temps en temps, je les re-regarde. Je me dis, ah ouais, c'est marrant parce que quand je regarde d'où je suis partie et où je suis arrivée à la fin, le roman n'a plus rien à voir ou plein de choses ont changé. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce souvenir du processus un peu et de tout ce qui a changé, quoi. Ça, j'aime bien. Et je fais des photos pour l'inspiration. Beaucoup. Ah oui. Je passe mon temps. J'ai des dossiers dans mon téléphone de photos de plein de trucs. Je me dis, on ne sait jamais quand est-ce que ça pourra servir. Tu n'utilises pas genre Pinterest ou tu n'utilises pas des trucs... En fait, comme je suis toute la journée sur mon ordi au taf, j'ai vachement de mal à ouvrir mon ordi le soir chez moi. D'accord. Et sur mon ordi au travail, je n'ai pas accès à Pinterest, Discord, enfin j'ai accès à rien, quoi. Et du coup, je n'ai jamais pris l'habitude d'avoir ces outils-là. Et je préfère faire des photos. Alors j'ai plein de photos de fleurs, d'endroits, de ciel, de rues, tu vois, pour les ambiances, des trucs qui m'ont plu. Et je dis toujours, on ne sait jamais quand est-ce qu'on aura besoin d'une photo bizarre, d'un truc chelou, tu vois. Et du coup, je fais plein de photos comme ça que je garde pour au cas où un jour j'ai besoin de décrire le soleil qui tombe dans les feuilles, tu vois, au-dessus d'un truc, ou une fleur, machin, ou une rue avec un coucher de soleil ou un machin. Donc je fais des photos que je garde et que je réutilise parfois. Et dans ton processus de création, la musique tient un rôle ou pas du tout ? Oui, mais c'est un truc qui change vachement. Avant, alors j'écris toujours en musique, quasiment. Je ne peux pas écrire sans musique parce que, comme j'ai l'habitude de ne pas écrire chez moi, il y a toujours du bruit autour. Donc je mets toujours de la musique. Et c'est du coup, c'est des bruits blancs, c'est des bruits d'ambiance ou c'est du genre de la musique soit je mets il y a certains albums que je peux mettre parce que je les connais tellement par cœur que je peux les chanter et écrire en même temps, ça me dérange pas. Il y en a quelques-uns comme ça. Et sinon, je mets soit des musiques de jeux vidéo. Oui, ou de films. Des musiques de films aussi. Ouais, des trucs sans parole, tu vois, ou des trucs d'ambiance. Et maintenant, là, depuis 1 an et demi, je n'écris quasiment plus que sur des musiques de pluie. Les fameuses vidéos de 8 heures sur YouTube avec de la pluie sur... Pomodoro, Harry Potter, pluie dans la bibliothèque, tu vois. C'est ça. Ou orage, musique d'orage, ou bruit de glace qui craque sur un glacier, tu vois. Ah ouais, je vois très bien. Et je mets ça. Et là, j'en ai une que j'aime beaucoup. C'est des playlists. Je suis tombée à un moment dans les playlists, tu sais, un peu, vous êtes... vous tombez amoureuse du villain of the story dans un bal, machin. Donc j'ai écumé ces trucs-là. Et maintenant, j'en ai trouvé 2 qui sont vachement bien. Mais en gros, c'est des musiques style... c'est Rainy Day, je sais pas quoi, et Misty Mountain, truc bidule, tu vois. Enfin, voilà. Et j'en ai 3. J'ai une liste que je trimballe partout. Et c'est mes musiques. Ah ouais. Avec et de temps en temps, je remets le piano langoureux derrière, un peu mélancolique. Avec le bruit de pluie, le bruit de la pluie, hyper important. Le bruit c'est clair. Et là, de temps en temps, je remets des anciens albums que j'écoutais beaucoup. Et là, cette semaine, là, pour finir mes corrections, j'ai remis un album avec des paroles que j'aimais bien, parce que je le connais tellement que je sais que ça va pas m'empêcher de réfléchir, tu vois. J'ai pas besoin d'aller voir les paroles ou... Je pourrais pas écrire sur un album que j'ai pas saigné pendant 6 ans, quoi. Ouais. Parce que sinon, je vais écouter les paroles. Oui, ou tu vas commencer à nommer, les chanter en même temps, et puis ça va te sortir. Alors que ceux que je connais vraiment bien,
et ben je peux les meumer, ou même je peux même les chanter tout en écrivant autre chose, quoi. Ah ouais, ça c'est intégré dans mon cerveau, quoi. Ouais, c'est vrai que pour l'oiseau de feu, j'avais trouvé, genre il y avait une playlist, non pas une playlist, une vidéo qui était sortie, c'était Murder on the Orient Express. Je fais celle-là, elle a été faite pour moi, là, oui. Et je l'ai poncée, mais d'une force. Je sais pas combien d'heures je l'ai écoutée celle-là, mais tu sais, c'est une petite musique un peu à la Agatha Christie, puis on entend trop bien. Du train. Ah oui, du train, voilà, trop bien. Et ça, c'était putain, celui-là, il m'a. J'ai essayé de faire ça pour mon roman jeunesse qui est mythologie nordique. J'avais essayé les musiques, genre musique chamanique, tu vois. Mais au final, j'étais tombée sur mes trucs de Misty Mountain. Je suis c'est bon, je reste là. Le reste, c'est sympa, mais au final, il y en a certaines, tu vois, qui marchent bien. Et il y en a qui sont sympas, mais au final, c'est pas le bon truc. Et j'avais juste gardé les 2 dernières, quoi. Bah, ça change, ça fluctue en fonction du projet, en fonction de c'est ça. Il y a des projets, ta phase d'écriture, tout ça peut changer. Pour le coup, moi, j'ai une musique, un album emblématique par projet. Et on revient souvent à Lord of the Ring, on va pas se... Ah bah oui, évidemment. Encore que ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été bloqué. Et généralement, c'est ma musique de genre, plus rien ne marche, que faire? Bon, je lance The Fellowship of the Ring, la soundtrack complète, et puis Inch'Allah, tu vois. Et généralement, au bout de 3 musiques, c'est parti, mais une scène de bataille, c'est vraiment mon dernier recours, c'est ça. Tu mets Bridge of Khazad-dûm et hop, c'est parti. Ah, mais c'est tellement beau, trop beau. Mais c'est un peu vraiment mon dernier recours, quoi. Si rien d'autre ne marche, c'est ça. Et si même ça ne marche pas, c'est qu'il faut faire une pause, quoi. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Et par rapport justement à la façon dont tu as appris à écrire et dont peut-être tu continues aussi à apprendre, parce que ça c'est un truc qui n'en finit jamais, hein. On n'apprend pas genre c'est bon le premier roman, c'est bon je sais tout faire. Non au contraire. Est-ce que toi t'es plutôt team autodidacte, team formation ponctuelle, ou alors un peu des deux, ou pas du tout? Enfin, c'est quoi ton truc? Bah ça c'est une question intéressante. J'ai eu l'impression à un moment... en fait, j'ai eu l'impression au début, parce que comme j'ai écrit mes 2 premiers romans sans avoir été publiés, c'est-à-dire que quand Rouille est sorti, le 2e était déjà écrit. En fait, il était même déjà écrit avant qu'il parte en soumission quasiment. Enfin, il est parti en soumission, et le temps que j'ai les réponses, le premier jet des noces était écrit. Donc, j'ai pas eu du tout de stress de ce truc-là. Mais j'ai eu l'impression, quand j'ai voulu écrire le 3e, d'avoir heurté un espèce de plafond de verre, parce que justement... j'avais commencé à intellectualiser des choses qui me semblaient hyper naturelles avant. Et du coup, des choses qui me semblaient faciles, je me mettais à les remettre en question et à me questionner beaucoup sur ce truc-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je suis un peu bloquée. En fait, j'ai eu l'impression que je ne savais plus faire, que ce qui m'était naturel, je l'avais désappris, parce que je l'avais trop réfléchi, et qu'en même temps, j'avais pas, comme je n'ai pas fait des études de lettres, que j'avais pas les compétences de mes ambitions. En fait, que je voulais faire des choses, mais que j'avais pas les compétences techniques de faire ces trucs-là. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout des trucs d'écriture, d'école d'écriture comme peut faire Cécile. Enfin, en fait, il n'y avait rien. Donc, je me suis tournée vers des gens plus âgés que moi, qui avaient plus d'expérience, notamment Estelle, qui m'avait pas mal aidée. Estelle Faye, hein. Sur des sujets très précis. Lycée Estelle, qui m'avait pas mal aidée sur certains trucs. En fait, elle m'a fait lire des choses. Elle m'a appris... En fait, elle m'a donné les bases pour apprendre à lire un texte d'une manière plus pro. En me disant, lis ce texte-là parce que la construction est telle que tu vas voir comment ça s'est fait dans tel texte. Et du coup, ça m'a un peu ouvert la porte sur comment... voilà, il y a des textes, je sais que ça fonctionne d'une certaine manière, mais du coup, je peux analyser comment c'est fait. Mais du coup, ça m'a complètement tué la lecture. Ouais. Après, tu le lis plus comme un lecteur lambda, tu le lis comme un auteur, et tu lis pas du tout de la même façon, quoi. J'ai beaucoup plus de mal à relire de manière innocente, comme je dis, ou sans me poser de questions, quoi. Mais bon, du coup, ça m'a ouvert plein de portes. Et après, je me suis tournée beaucoup. Donc ça, c'était en 2018, quoi. 2018-2019. Et après, j'ai découvert un peu tout le booktube anglophone. Et quelques chaînes d'auteurs qui donnaient des conseils que je trouvais assez stupides, en fin de compte. Mais ça me faisait du bien de me dire que je n'étais pas la seule à me poser des questions. Et que, de toute façon, la seule manière que j'avais d'apprendre, c'était d'essayer de me casser la gueule. Mais ça, je l'avais déjà appris dans les nouvelles, en fin de compte. Donc, ça ne me faisait pas peur. Et il y a une chaîne que j'aime beaucoup,
qui s'appelle Hello Future Me. Ouais. C'est une chaîne et lui, tu vois, il a fait des bouquins d'écriture qui sont super. Mais des trucs très techniques, tu vois, sur comment tu gères la construction d'une ville, d'une magie, enfin des trucs, et des trucs aussi très random sur les scènes de combat et tout. Et je trouvais que la manière dont il en parlait, parce qu'en fait, il mettait ses exemples en avant, pas en utilisant que des romans, mais aussi des films ou des séries, ou comment l'arc, par exemple, il adore Avatar, le dernier maître de l'air, et il t'explique comment, tu vois, Zuko, son arc est hyper intéressant, et pourquoi ça marche et tout. Et moi qui n'avais jamais fait le parallèle, je me suis dit, mais en fait, tout est histoire. Et tout se recoupe, tu vois. Donc, en fait, tu peux tout appliquer partout. Et là, j'ai commencé à lire un peu de matériel théorique, quoi. J'ai lu Truby, que j'ai détesté, qui est pour moi la mort de toute création et d'art. Je suis, voilà, en fait, c'est vrai que quand tu commences, comme tu disais, à intellectualiser les choses, à essayer de décortiquer le pourquoi du comment de derrière, c'est vrai que ça retire un côté un peu mystérieux et magique du truc qui fonctionne, quoi. Et même si on a besoin de comprendre un peu les backstage de telle ou telle technique narrative ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est comme si tu vois l'arrière du magicien d'Oz, quoi. Ah ouais, et, c'est ça. Et donc j'ai lu Truby parce qu'on me l'avait conseillé et ça m'a hérissé tout dans mon corps. Je me suis dit, mais je pourrais jamais faire un truc comme ça. En fait, j'entends et je vois que ça marche et que je trouve ça intéressant, notamment tout le truc de dire que tous les personnages doivent être liés entre eux, les gentils, les méchants. Enfin, en fait, tu peux pas avoir un personnage qui est isolé. En fait, il y a plein de techniques qui sont hyper intéressantes. Et pour moi, c'est l'harmonisation poussée à l'extrême de toute création, quoi. Et je trouve que pour le coup, tu en parlais d'originalité, si tu suis la méthode Truby, t'écris toujours la même chose. Oui. Et il faut une connaissance. En fait, il faut une connaissance hyper poussée de la technique pour pouvoir s'affranchir des contraintes de Truby et faire quelque chose qui du coup n'est pas harmonisé par la méthode. Et je trouve que tu vas mettre Truby dans les mains de jeunes auteurs, c'est pas cool parce que c'est trop d'informations et t'as tendance à dire ça marche, surtout quand t'entends des gens comme Alexandre Astier qui disent qu'ils ont lu Truby et Campbell et que depuis maintenant ils font ça et tout marche. Et oui, ça marche en fait, parce que ça marche, mais à quel prix, tu vois. Ouais. Et il faut, ça c'est un peu comme, j'aime pas citer Picasso, mais un peu comme Picasso qui disait en fait il faut connaître parfaitement les bases pour pouvoir s'en affranchir. Et c'est pareil en écriture, tu vois, il faut et Truby ça arrive, il faut déjà bien connaître, je pense, pour appliquer Truby de façon pas automatique et voilà. Et j'ai pas trop aimé ça. Et donc du coup, j'avais pas grand-chose. C'est vrai que appliquer comme ça à la lettre sans réfléchir, ça fait un peu comme ce qu'on reproche à tous les Marvel, à toutes les séries Netflix, etc. C'est que tout se ressemble, tout arrive à la minute 7 dans n'importe quelle série, etc. Et qu'au final, il y a un côté un peu hors du cadre qu'on n'a plus, quoi. Et c'est vrai que faut connaître les bases pour pouvoir les casser, les bases, ça c'est clair. C'est comme en dessin, si tu connais pas l'anatomie, t'auras peut-être du mal à dessiner du cartoon ou à dessiner des personnages stylisés dans lesquels l'anatomie est là, mais en fait d'une façon un peu différente, on va dire. Ça c'est ça. Mais c'est vrai que Truby, moi je l'avais lu aussi, ça m'avait beaucoup aidé pour le début de l'Oiseau de Feu. Je crois que je l'avais lu avant, tu sais, j'avais suivi tous ces 20 et quelques, tu vois, mais en fait, il y a un moment où faut s'en détacher, quoi. Enfin, faut faire un step en arrière et faire ok, ça je veux bien prendre le coup de, tu sais, justement le réseau des personnages parce que c'est intéressant pour la construction. C'est hyper intéressant, mais et puis par exemple, tu sais, essayer de donner, de réfléchir aux conflits intérieurs des personnages, aux conflits moraux, etc. Mais de forcément dire ok, il faut un conflit ceci, un conflit cela. Il faut que, après, voilà, faut savoir aussi faire un step en arrière pour. Moi, je suis une très grosse consommatrice de contenu théorique. Dès que je trouve un livre d'écriture, je vais le lire. Là, il y a la collection écrire un roman, écrire de la fiction chez Argile, je les lis tous. Ouais. J'avais écrit un, mais je lis tout. Il y en a un dernier qui est sorti, je crois. Il y a le 4e qui vient de sortir. Là. Il me le faut. En plus, il est hyper intéressant parce que c'est sur l'écriture à plusieurs. Donc, il est vraiment chouette. Et tu vois, je lis tout ça. Je consomme quelques podcasts. Alors, je suis pas très podcast, mais je consomme quelques podcasts d'écriture et tout. Et j'adore lire ça, mais je sais que j'applique jamais rien. En fait, j'essaye des choses, je grappille des machins et je fais à ma sauce. Peut-être t'as une confiance. En fait, moi, mon truc, c'est un peu plus. T'as une confiance en fait, j'ai confiance dans l'univers. Je me dis, vas-y.
et tu verras bien. Et d'ailleurs, des fois, ça n'a pas marché. Quand j'ai essayé d'écrire les premières versions de Tonnerre, je me suis ramassée comme jamais dans ma vie. J'ai pris un tel gadin que je me suis dit, si j'essaye de réécrire ce roman-là et que j'y arrive pas, je ne réécrirai plus jamais. Ça m'a tellement traumatisée. Mais en fait, je me dis, ça faisait partie du processus aussi. Et on ne peut pas tout réussir. Et justement, parce que quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit beaucoup de nouvelles et j'ai eu peut-être 15 refus avant d'en avoir une qui marche. Et en fait, pour moi, c'est OK de me planter parce que je sais que ça fait partie du processus, tu vois. Et c'est que c'était une chance de m'être viandée autant de fois avant pour comprendre, en fait, d'apprendre petit à petit, ah bah oui, ma nouvelle, elle marchait pas parce que, en fait, il n'y avait pas d'histoire, ou parce que mon personnage n'est pas cohérent, ou parce que mon setup est pas cohérent, ou parce que mon intrigue tient pas la route. Et en fait, d'apprendre en tombant, quoi, ça fait que maintenant, je me dis, alors, quand j'ai échoué sur la première Tonnerre, j'étais pas sereine, mais je me dis, en fait, c'est normal, c'est l'apprentissage qui fait que c'est dur, quoi. S'il n'y a pas de résistance, t'apprends pas, quoi. Ouais, c'est clair. Et aussi parce que je trouve que depuis que j'écris avec des bêta-lecteurs, je sais que j'ai une béquille pour m'aider. Et je trouve que c'est vachement rassurant de se dire, OK, là, j'y arrive pas, mais en fait, je suis pas seule dans ce truc-là, et si j'ai besoin, je peux demander de l'aide, quoi. Du coup, t'as pas écrit Rouille et Les Noces de la même façon que t'as écrit le dernier où t'étais un peu plus en équipe, quoi. Ouais. En fait, quand j'ai écrit Rouille et Les Noces, j'ai écrit les premiers jets solo, vraiment dans mon coin, quoi. Et j'ai fait la bêta. Mais maintenant, même mon premier jet, alors je suis pas à envoyer des morceaux avant que ce soit fini, mais si j'ai besoin d'aide, je demande. Tu vois. Là, j'écris une scène, j'y arrive pas, ça marche pas, je peux envoyer des bouts, ou alors je vais en parler pour qu'on puisse m'aider à trouver le bon angle, à trouver le truc, et ça, je l'avais pas avant. Et je trouve que d'avoir ça enlève un poids assez important des épaules, parce que tu te dis, en fait, j'ai pas à sauver le monde toute seule, tu vois. Je peux demander de l'aide et c'est OK, et en fait on va m'aider et les gens ils sont là pour ça et moi aussi je vais les aider, et du coup c'est hyper vertueux parce que deux cerveaux valent mieux qu'un, quoi. Et des fois t'as tellement la tête dans le guidon que tu peux pas voir la solution qui est vraiment juste là. Et ton pote qui suit la jeunesse, même s'il a pas lu, il suit la jeunesse depuis le début, tu lui as dit mon personnage il a fait ça, et maintenant il fait ça, puis finalement il va faire ça, et il a un recul que toi t'as pas, qui est hyper précieux. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'écrire maintenant que c'était quand c'est plus facile d'écrire maintenant sur ces points-là que c'était quand j'ai commencé. Par contre, comme j'intellectualise tout, j'ai beaucoup plus de doutes à l'écriture que quand j'écrivais Rouge, je me disais juste, vas-y, j'écris le livre que j'ai envie d'écrire, et je me fais kiffer, et c'est trop cool, tu vois. Et j'ai une question par rapport à ce que tu disais par rapport à tes nouvelles, que tu t'es viandée sur les 15 premières, etc. Est-ce que justement tu avais eu le recul nécessaire pour voir ce qui n'allait pas, ou est-ce que tu as eu besoin, j'imagine que tu as eu besoin peut-être d'une vue extérieure pour te dire, en fait ça marche pas, quoi. Est-ce que c'est venu de toi ou est-ce que c'est venu de l'extérieur? Je pense que c'est surtout venu de moi. Parce qu'en fait, j'ai écrit, pendant 6 mois, j'écrivais une nouvelle toutes les 2 semaines, quoi. Je m'arrêtais pas. En fait, je répondais à tous les athées que je trouvais. Et t'arrivais à trouver de l'inspiration pour à l'époque, des athées? Non. Okay. Mais alors vraiment, des fois, j'écrivais, mais je te jure, ça marchait pas, quoi. Mais ouais, il y a une époque où j'avais besoin de comprendre, en fait, si je savais écrire et qu'est-ce que je savais écrire. Et notamment... la plupart de mes athées qui ont été ratées, c'était parce que j'essayais d'écrire de la fantasy et je sais pas le faire. J'adore en lire, mais c'est vraiment pas le genre où je me sens à l'aise. Mais ça, je le savais pas. Et d'ailleurs, une de mes premières nouvelles publiées, c'est une nouvelle d'horreur. Ça, j'ai découvert que j'aimais écrire de l'horreur, et c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais écrire du steampunk aussi, parce que je n'avais jamais écrit. Et en fait, je me rappelle que j'ai eu quelques retours constructifs d'athées qui me disaient, là, en fait, on n'a pas pris parce que, et ils me disaient, c'est trop confus, l'histoire tient pas la route, là c'est hors thème, tu vois. Et du coup, en me remémorant ce que j'avais écrit, je me disais, oui, effectivement, là ça va pas, je recommence, tu vois. Mais en fait, je pense que tu as aussi même quand tu écris un truc qui tient pas la route, au final, quand tu le laisses, tu l'envoies, donc tu penses que tu y penses plus, mais en fait tu continues à y réfléchir, et quand tu écris le deuxième, tu te dis, mais déjà j'avais essayé de faire ça m'avait pas paru difficile, je vais essayer autrement. Et tu vois, d'avoir ce petit labo d'expérimentation, ça... Je pense que j'ai mouliné sans m'en rendre compte ce truc-là. Et avec les quelques retours qu'on m'a fait, ça a fini par prendre. Et en fait, un jour, il y en a eu une qui était bien. Et là, je me suis dit, d'accord, donc en fait, là, maintenant, j'ai compris. Ouais. Là, j'ai compris, tu vois. Là, j'ai compris comment faire une histoire qui tient la route, quoi. Donc maintenant, je peux travailler sur mes personnages. Tu vois, par exemple, ma première nouvelle qui est... Non, pas ma première. Si ma première nouvelle qui a eu... C'était une nouvelle steampunk.
D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Estelle, qui était dans le jury. Et elle m'a dit qu'il y avait de la vie dans mon histoire, et qu'il fallait que je continue à écrire. Mais elle m'a dit, tu vois, tel personnage, t'aurais dû le pousser plus, il est un peu bâclé sur la fin, ses intentions sont pas claires, là c'est dommage, il manque un truc sur ce personnage-là, un personnage secondaire, tu vois. Mais ça c'est vachement bien. Et du coup, je me dis, ah ok, donc maintenant j'ai compris comment faire tenir une histoire debout, quoi. Donc maintenant, il faut aussi que je me concentre sur les personnages secondaires ne sont pas là que pour faire de la figuration. Donc il faut que j'aille vers ce truc-là, quoi. Et du coup, petit à petit, comme ça, j'ai pu progresser. Et tu vois, je me rappelle, par exemple, au tout début que j'écrivais, j'étais incapable d'écrire sans donner le nom du personnage de chaque chapitre. Tu vois, genre par exemple, j'avais le point de vue de A, puis après je disais B, et j'écrivais, et puis C, et j'écrivais comme ça. Et maintenant, je fais plus ça du tout. Mais pendant un moment, c'était tellement compliqué de passer d'un personnage à l'autre que j'étais obligée de passer par ce truc-là pour apprendre à gérer tout le monde. Et maintenant que je sais faire ça, bah, j'ai plus besoin de dire que c'est A qui parle, ou B qui parle, ou C qui parle, tu vois. Et donc t'apprends, en fait. Enfin, moi, j'ai appris un peu comme ça, sur le tas, quoi. Et je me dis maintenant, c'est une chance que les jeunes auteurs ils aient accès à toutes les écoles d'écriture. Il y a le labo des histoires, l'ICAR ou des trucs comme ça. Enfin, il y a plein d'écoles de formation et tout. Et il y a plein de jeunes autrices surtout qui sortent de ces trucs-là. Et je me dis, c'est une chance parce qu'en fait, elles ont gagné un temps fou. C'est trop bien. Clairement, ouais. C'est trop bien, quoi. Clairement. Et nous, on n'avait pas tout ça avant. C'est vrai que ça arrivait assez tardivement. Mais par contre, on avait, et ça, je trouve qu'on a un peu perdu. Mais c'est peut-être parce que je le vois plus trop. On avait une communauté de jeunes auteurs et de jeunes autrices hyper forte, tu vois. Je me rappelle quand on faisait le Nano en 2015, en 2016, c'était un truc de fou. On était 10 à parler tous les jours, où t'en es, et ça, j'ai pas l'impression que c'est aussi fort c'est comme si on avait toutes découvert ça au même moment et qu'on était dans le même processus de découverte de notre... Et puis il y avait que ça. Oui. Il y avait que ça, quoi. Parce qu'il y avait que ça, c'est ça. Et du coup, c'était trop bien. Et j'avoue que c'est une émulation qui parfois me manque un peu, tu vois. Même quand je fais le Nano maintenant, c'est plus en fait, toutes mes copines, elles ont publié ou elles sont en train de publier, donc on est toutes devenues pros, quoi. Et on a plus ce truc vraiment innocent de dire, si on essaie d'écrire un roman, quoi. Et peut-être qu'un jour on sera publié. Il y a vraiment une espèce d'émulation hyper naïve et forte que je trouvais super cool que j'ai un peu perdu, que j'ai trouvé autrement avec mes les bêta-lecteurs et bêta-lectrices. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est différent. C'est plus. En fait, j'ai l'impression d'avoir perdu mon innocence dans le truc. Non, mais vraiment. Je me dis, ah là là, mais j'étais tellement un bébé. Et maintenant, je suis vieille et fatiguée. Oui, l'élan de la jeunesse et l'espoir comme ça. C'est clair. C'est terminé, ça. C'est clair. Quand on parlait de ce nuage d'idées là comme ça qui volette, je voulais parler justement du moment où je suis sûre que tu as plein d'embryons d'idées de prochains romans ou quoi que ce soit qui te tournent autour comme ça. Et en fait, pour toi, à quel moment tu sais ou tu sens que ça va être tel projet sur lequel tu vas travailler, à part le fait que tu as signé un contrat chez une maison d'édition qui comment dire, casse un peu ce truc-là, qui peut aussi casser peut-être le processus de maturation des idées. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on sent ou est-ce que c'est comment tu t'appréhendes la chose, toi? En fait, c'est un peu bizarre. Déjà, j'ai pas tant d'idées que ça. J'en ai je sais pas, peut-être 3 ou 5, mais qui maturent sur plusieurs années. Et au bout d'un moment, je sens que c'est le bon moment et il faut y aller, tu vois. Mais c'est assez bizarre parce que quand j'ai écrit Rouille, je savais que c'était ça qu'il fallait que j'écrive. Et quand j'ai fini d'écrire Rouille, je savais que les notes, c'était ça qu'il fallait que j'écrive. Et après, je me suis un peu perdue là-dedans. Je savais plus ce que je devais écrire. J'ai ressenti une énorme pression éditoriale et des lecteurs aussi, où on me demandait de produire. Et pas d'écrire, tu vois. Pas de créer, quoi. Et du coup, pas de créer. On me demandait de sortir des romans, quoi. Et du coup, j'ai voulu écrire Tonnerre dans une première version parce que je pensais qu'il fallait absolument que j'écrive. En fait, il y a vraiment cette injonction à se dire, mais c'est ta passion, tu devrais toujours être en train de créer. En fait, moi, je ressens pas trop ce truc-là. Déjà parce que je bosse beaucoup à côté et que j'ai envie que ça reste une passion. Et je veux pas que ça devienne un métier qui me nourrit, quoi. J'ai besoin que ça reste un truc que je fais parce que j'ai envie de le faire. Et du coup, je me suis un peu perdue. Et depuis, en fait, je n'ai fait que signer des romans avant de les écrire, quasiment. L'Audace, je l'ai signé sur Synopsis, Tonnerre, pareil, Mon Jeunesse, pareil, et l'autre projet, pareil. Donc, ça change la façon dont tu crées... Ça change tout, et en plus, c'est hyper difficile parce que, par exemple, pour mon roman Jeunesse, je l'ai signé en 2022, mais j'ai commencé à l'écrire qu'1 an après. Et quand j'y suis arrivée, j'étais là, flemme de ouf.
Bah, en fait, j'avais plus envie d'écrire ce roman que j'avais synopsisé, quoi. Donc j'ai écrit un roman qui est légèrement différent parce que ça faisait 1 an. En plus, je m'étais sortie de Tonnerre des tripes avant, donc en fait, toute ma vie, ma perspective sur la vie, sur plein de choses avait changé. C'était passé plein de choses dans ma vie qui fait que ça avait changé aussi, quoi. Et du coup, j'étais incapable d'écrire le roman que j'avais promis. T'étais plus alignée avec ça. J'étais plus alignée avec ce truc-là et ça m'a beaucoup bloquée. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et du coup, je suis partie en Écosse sans mon ordi. Et en revenant, je me suis dit, en fait, juste écris ce que tu as à écrire. C'est pas grave, tu vois. Tant pis. Et au pire, ils le prendront pas, tu le placeras ailleurs, c'est pas grave, tu vois. Mais en fait, c'est pas grave. En fait, il faut que... Parce que moi, j'aime bien respecter mes engagements. Donc, je voulais quand même livrer quelque chose parce que je me suis engagée, j'avais été payée. Donc, il faut quand même que je fournisse quelque chose, quoi. Mais tant pis, en fait, tu donneras ce que tu as à donner. Et si ça leur va pas, ça leur ira pas, mais il faut le faire, quoi. Bon, au final, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que ça a été difficile. Et là, cette année, justement, j'aimerais bien... J'ai annulé tous mes contrats. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que j'ai envie d'écrire. De revenir à là, pour l'instant, à vraiment ce truc très... en toi... vraiment très instinctif, tu vois. C'est ça, tu vois. Et là... non, mais vraiment, ça vient des tripes, genre c'est ça qu'il faut écrire maintenant, tu vois. Et là, j'ai 2 projets qui me tentent, très différents. Et je sais pas encore, mais je vais dormir un peu avant. Et après, je pense que je saurai, tu vois. Mais pour les romans, je sais plus. En fait, là, j'ai 2 projets, je pense à l'un, je pense à l'autre, je pense à l'un, je pense à l'autre. Donc, je sais que ça sera un des 2. Mais je sais pas, tu vois, là, est-ce que j'ai besoin... Il y en a un qui est vraiment un peu facile. Je me dis, mais c'est vraiment pour me faire kiffer. Ça va pas me demander un investissement émotionnel dramatique. Donc, ce serait facile et reposant. Et peut-être que j'ai besoin de ça. Et en même temps, je pense à cet autre projet où je me dis, non, mais là, il faut que je sorte tout ce que j'ai sur le cœur. Tu vois, on va parler d'art, de politique, de censure. Enfin, j'ai envie de parler de trucs comme ça. Et en même temps, je me dis, vas-y, je suis fatiguée. Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il faut... Et bon, je me dis que je verrai bien cet été comment ça va se passer. Alors que pour les nouvelles, c'est hyper facile. Parce que si j'ai pas d'idée dans la semaine, c'est que j'écrirai pas. Et quand j'ai une idée, généralement, je sais toujours d'où je pars. Et juste, je la rumine jusqu'à ce que je sache c'est quoi le point d'arrivée. Et une fois que je sais le début et la fin, même si j'ai aucune idée de ce qui va se passer au milieu, j'écris. Et je sais que, en fait, mon cerveau, il sait, c'est juste qu'il me l'a pas dit, et que je peux écrire. Et du coup, généralement, quand j'ai la fin, c'est que c'est le moment d'écrire. Et j'y vais. Et c'est beaucoup plus facile, je trouve que c'est vraiment plus primaire, les nouvelles. J'ai une idée de début, et ça peut prendre 1 semaine ou 1 mois, et hop, la fin arrive, et c'est le moment d'écrire. Et je déverse ma nouvelle, je la vomis littéralement, vraiment. Je vomis. C'est-à-dire que je peux pas m'arrêter d'y penser, il faut que je l'écrive, quoi. Et après, c'est fini. Et je la corrige, tu vois, mais à ce moment-là où vraiment, genre, j'ai une espèce de point de bascule, genre, c'est bon, j'ai la fin, donc c'est maintenant, il faut que ça sorte, quoi. Alors que pour le roman, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu ce truc-là. Et puis le processus, au niveau du temps est complètement différent. C'est vachement plus long, clairement. Ouais. Mais tu vois, je pense pas que... Tu vois, je parlais de novella avec Audrey Plenay ou d'autres autrices qui font de la novella. Et en fait, je pense pas que parce que le format est court, que ce soit forcément plus difficile à sortir. Tu vois, par exemple, que ce soit plus facile à sortir. Par exemple, Loda, il fait 400 000 signes de plus que Tonnerre. Ça a été 1000 fois plus simple à écrire que Tonnerre, quoi. Vraiment, c'était genre j'ai pissé du signe pendant 5 mois, j'ai écrit 1 200 000 signes, quoi. Vraiment, c'est pas juste la longueur du truc qui fait que c'est plus facile. Et je pense que ça dépend de ce que tu mets, des thèmes que tu abordes, de ce que tu veux dire. À quel point ça te touche, etc. quoi. Et là, tu vois, je suis un peu face à la croisée des chemins entre vas-y, j'écris un young adulte facile mais fun, qui me trotte en tête depuis 2 ans, quoi, ou ce truc-là que j'ai déjà écrit il y a 10 ans, dont il faut rien garder à part le nom des personnages, dont les thèmes ont complètement changé et qui va être genre super dur et en même temps très court à écrire, tu vois. Et en même temps, parce que c'est court, c'est hyper dur parce que tout doit être millimétré, tout doit être pertinent, important, et donc je me dis putain, mais en fait ça va être un travail, ça me semble colossal en fait comme travail de faire court et intense et précis, quoi. Donc je sais pas, on verra. C'est vraiment le moment où il faut savoir s'écouter et c'est un peu compliqué, quoi, des fois. C'est clair. Mais pour le roman, je pense que faut suivre son cœur, tu vois. Tu vois, tu pourrais dire, en fait, moi j'ai envie de faire que du space-up, mais peut-être que les gens vont se lasser, mais si c'est ce que tu as envie de faire, il faut le faire, quoi. C'est peut-être un groupe, comment dire, pour ceux comme toi et moi qui travaillons à côté, où nos marmites et nos casseroles, nos factures ne dépendent pas de ça.
où on a peut-être ce luxe de pouvoir se poser et de vraiment suivre ce qu'on a écrit et pas pisser du roman et du film. Donc, autant en profiter, quoi. Ah ouais, moi, je me dis vraiment, c'est ma passion et je la préserve en tant que passion. Donc, ça veut dire que, en fait, j'ai pas à m'imposer un truc que je veux pas faire. J'ai le luxe de pouvoir choisir qu'est-ce que j'ai. Genre, en fait, j'ai la contrainte de dire, je peux écrire qu'un livre tous les 1 an et demi ou 2 ans. Par contre, j'ai le luxe de pouvoir choisir exactement ce que j'ai envie d'écrire, quoi. Et en fait, ça, je trouve que récemment, comme on m'a proposé plein de contrats et tout, et ben, je me suis dit, ok, mais du coup, c'est pas mes projets que j'amène forcément. Ça peut être des commandes ou des semi-commandes, tu vois. Et c'est hyper cool parce que c'est valorisant de se dire que c'est toi qu'on a choisi, qu'on a confiance en ton travail et tout ça. Mais en même temps, ça doit pas passer après vraiment ce que moi j'ai envie de faire, quoi. Et ça, maintenant, je me rends compte, et c'est quelque chose dont je me rendais pas compte en 2020, quoi. Ouais, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas, quoi. Clairement. Et justement, comme on parlait de toutes tes activités, que ce soit professionnelles, d'écriture, machin, etc., on a des vies très, 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 très bouchées et occupées. Et justement, toi, quels sont les moyens que tu te donnes pour réussir à y consacrer du temps, parce que c'est un peu le nerf de la guerre là-dessus. Toi, comment tu réussis en fait à gérer vie privée, vie professionnelle et écriture? Alors, moi, ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai commencé par identifier quels étaient les moments où j'étais vraiment productive et où je prenais plaisir à écrire. Et du coup, par exemple, c'est pas le soir, quoi. Ça peut m'arriver d'écrire le soir quand vraiment je suis à la bourre ou que je suis en train de pisser une nouvelle et que vraiment, juste j'y pense tout le temps et il faut que ça sorte, quoi. Mais moi, mes heures, c'est plutôt le matin. Donc en fait, quand je rentre chez moi, je travaille plus, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ça, par contre, c'est un truc que j'ai aucun mal à faire. C'est-à-dire que quand je sors du boulot, quoi. Et c'est terminé. Et alors, si vraiment il y a une urgence, tu peux m'appeler, tu vois, mais sinon, je réponds pas. Et pour l'écriture, c'est pareil. Quand je sors du taf, genre, c'est ma vie privée, perso, c'est ça dont je m'occupe, quoi. Et les week-ends, quand je suis en période d'écriture, je consacre toutes les matinées à écrire. En fait, si j'écris tous les jours, même quand je suis en vacances. Donc ça veut dire que si on part en vacances, avec des copines ou autres, j'emmène mon ordi et je vais écrire. Mais après, je considère pas que j'ai besoin d'écrire 1 heure. Enfin, tu vois, en fait, si c'est 30 minutes ou 1 heure, c'est pas grave. Mais l'important, c'est que, en fait, il faut que j'écrive tous les jours. T'as pas des espèces de plages de 4 heures, des trucs comme ça. Et puis ça peut m'arriver de sauter une journée si vraiment il faut. Tu vois, si on a prévu une grande excursion, un truc comme ça, vas-y, je saute une journée, c'est pas grave. Au pire, j'écrirai le soir en rentrant. Mais il faut que j'écrive tous les jours. C'est ma routine, quoi. Et tu vois, quand j'étais au Canada, en fait, je me levais à 7h30. Et pendant que les filles dormaient, moi, j'écrivais pendant 1h30. Et puis, dès qu'elles s'étaient réveillées, après, on allait bruncher et on faisait notre journée, quoi. C'est exactement ce que je faisais aussi quand on a été à Montréal en amoureux. Le matin, pendant qu'il était en train de se préparer ou avant de partir, j'avais une demi-heure sur mon roman et hop, c'est fait. Et en plus, c'est hyper cool parce que des fois, t'as pas envie et les autres, ils te motivent. Allez, vas-y, tu l'as fait tous les jours, tu vas pas lâcher aujourd'hui, même si c'est que 30 minutes, même si c'est que 3 lignes, tu vois, tu fais, tu vois. Et ça, c'était ma routine. Mais maintenant, j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin de ça. Et parce que je m'étais rendu compte que ça faisait 5 ans que j'étais pas partie sans mon ordi nulle part. T'as pas coupé ça? C'était pas bon. Non, c'était pas bon. Et du coup là, quand on est parti en Écosse, j'ai pas pris mon ordi. Alors que j'étais en pleine période d'écriture. J'ai passé 2 jours à ronger mon frein. Vraiment, j'étais dans une petite crise de panique. Continue pendant 2 jours à me dire mais je suis pas en train d'écrire. Je vais mourir. J'y arriverai jamais. Je vais couper. Du coup, je pourrais jamais reprendre et tout. Et au final, au bout de 2 jours, j'ai fait je vais me reposer. Ton cerveau il a compris que ça allait pas revenir, quoi. Et ça m'a fait vachement bien. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai pu reprendre vraiment mieux, quoi. Et finir, surtout. Donc, ouais, je fais ça. Et généralement, en semaine, si je peux, j'écris le matin aussi. Mais tous les jours. Quand je suis en train d'écrire, j'écris tous les jours. Et c'est vraiment un truc que... Je sais que ça va pas à tout le monde, mais moi, c'est ce qu'il me faut, vraiment. J'ai besoin d'être dans le texte tout le temps pour pouvoir sortir le premier jet très vite, quoi. Donc, il faut que j'écrive tous les jours. Il faut que j'écrive tous les jours. Et généralement, c'est le matin. Et si vraiment, j'ai pas le choix, j'essaie d'écrire le soir, mais alors vraiment... c'est 45 minutes, quoi. Pas plus, parce que de toute façon, je suis trop fatiguée, j'y arrive pas. T'as le cerveau bouilli, tout ça. Ouais, moi, je me couche super tôt, je me couche à 22h, je suis au lit. Donc, tu vois, je rentre à 19h30, le temps que je mange, c'est-à-dire que je me mets à écrire à 21h. Enfin, ouais, je suis trop fatiguée, j'ai besoin de couper et de passer du temps avec mes proches, ou à lire, ou à faire autre chose, quoi.
Donc ouais, moi ma technique ça a été identifier quand est-ce que j'étais bien pour écrire et organiser ma journée autour de ça. Et du coup tu as eu des périodes de testage et d'expérimentation, de savoir quand est-ce que... Ouais. Et j'ai fait des trucs, des fois je me dis pourquoi je fais ça. Quand j'étais au tout début, quand j'écrivais pour le nano, je m'imposais de ne pas écrire au travail pour le nano parce que je rédigeais ma thèse en même temps, donc il fallait que je travaille quoi. Mais du coup je rédigeais toute la journée ma thèse et le soir je rentrais et j'écrivais mon nano, tu vois. Et ça marchait parce qu'à l'époque j'étais jeune, donc moins fatiguée, et qu'en plus il y avait une émulation où vraiment je faisais pour la première fois un truc qui me plaisait et que j'avais l'impression que j'allais réussir ce truc là, tu vois. Donc il y avait une espèce d'énergie qui me poussait à faire ça, et je l'ai refait une fois, un truc comme ça, d'écrire le nano que le soir en rentrant, et depuis j'ai totalement abandonné parce que c'est pas possible. J'ai trop vieilli, j'ai trop fatigué. Et vraiment, en plus, je trouve que ce que je sors quand je suis vraiment fatiguée n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut le réécrire, tu vois. Donc autant en faire moins, mais mieux aux heures qui me vont, que juste faire de la quantité pour de la quantité parce que j'ai dit que j'étais sérieuse, tu vois. Donc il y a eu des périodes de rodage un peu comme ça. Maintenant, j'ai identifié mes forces et mes faiblesses et je m'organise en fonction de ça, quoi. Ouais, t'as appris à mieux te connaître, quoi. Comment tu fonctionnes, etc., quoi. Ouais, puis en plus, je pense que c'est même pas un truc qui est figé. Peut-être que ça va changer, tu vois. Peut-être que bientôt, je vais me mettre à faire des insomnies, que je pourrai plus jamais écrire le matin, et que le soir, ça m'ira mieux. Je pense pas. Mais peut-être que, tu vois, avant, je pouvais faire des périodes, des plages d'écriture de 3 heures. Genre, je me mettais à 9 heures et je finissais vers midi, quoi. Maintenant, en fait, j'ai plutôt faire une pause 1 heure, quoi. Et parce que, en fait, je suis plus fatiguée qu'avant, parce que j'ai d'autres trucs à gérer que j'avais pas à gérer avant. Et du coup, la vie, quoi, fait que j'ai appris à mettre un peu plus de, tu vois, d'eau dans ton vin, sur plein de choses, ouais. D'être plus flexible et plus à l'écoute aussi, quoi, ouais. J'écris tous les jours, mais si je saute une journée, c'est pas grave, tu vois. Ou j'écris tous les jours, mais si en fait il y a une journurnée, j'écris que un quart d'heure ou 30 minutes, ben c'est pas grave. C'est toujours ça. Moi, j'ai écrit un peu, tu vois. Ouais, sur ça de prix. Et tu vois, j'ai appris à être plus indulgente avec moi-même parce que je me suis vue faire un burn-out une fois. Je me suis vue aller vers un second burn-out. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est un peu nul quand même. Et il vaut mieux, tu vois, c'est un marathon, quoi. Ouais, faut tenir sur la longueur, donc faut se préserver. Faut rester concentré. Ça me ferait trop chier d'en arriver au point où je me suis dégoûtée de l'écriture alors que j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Tu vois, ça vaut pas le coup. Et me dire que j'ai plein d'histoires que j'arriverais pas à sortir parce qu'en fait je me suis dégoûtée toute seule et que je me suis pas aimée suffisamment pour me laisser le temps de... Tu vois, en fait, du temps, il y en a. Bon, peut-être je vais mourir demain en sortant de chez moi, tu vois, c'est pas impossible. Mais normalement, du temps, il y en a et il n'y a pas de raison que ça se fasse pas, quoi. Ouais, carrément. Bah, justement, comme tu parlais de burn-out, etc., c'est un truc qui est très, très important et qui est des fois un peu insidieux chez les écrivains et auteuristes, etc., où on a tendance à tirer sur la corde, n'est-ce pas, un petit peu trop souvent. Et toi, justement, t'as expérimenté ça de manière répétée en plus. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, justement ? En fait, c'est difficile parce que d'un côté, j'ai beaucoup d'amour et de bienveillance pour la Floriane que j'étais il y a presque 10 ans. Et je comprends que quand ça commence à marcher, tu ne peux pas dire non. Ouais. Moi, mon premier burn-out, je l'ai fait parce que comme Rouille a bien marché et les noces ont bien marché, en fait, j'ai été submergée d'invitations en salon, en trucs et tout. Et en fait, c'était mon rêve. Donc, je ne me voyais pas dire non. Mais parce que j'étais très jeune, tu vois. Et j'avais 20 ans, 22 ans, quoi. Et du coup, j'ai dit oui à tout. Et au final, j'étais tellement épuisée d'être en déplacement tout le temps. Les salons, en plus, j'habitais à Toulouse. Les salons, tout était hyper loin et tout était hyper long. En fait, j'ai dit oui. Mais là, tu vois, j'ai commencé à le refaire aussi. J'ai dit oui à tout. Et au final, j'arrivais plus à écrire parce que j'étais épuisée tout le temps. Mais ça, je l'ai compris que pendant le confinement. Parce que bizarrement, je me suis remise à écrire tout de suite, quoi. Et j'ai vraiment... j'ai fait un burn-out au point où j'en arrivais à me dire que j'écrirais plus jamais. Ah oui, à ce point-là, ouais. Et j'étais dans un processus de deuil de ça, de me dire, c'est fini. Et il faut l'accepter, tu vois. Vraiment, j'y arriverai pas. C'est pas possible. Il n'y a plus rien qui sort. Mais peut-être parce qu'en fait, il n'y a rien à sortir. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et c'est fini, tu vois. Et j'étais en train de me dire, ok, j'accepte. T'avais bouché la source, quoi. Ouais, vraiment, tout était bloqué, quoi. Et au final, bizarrement, pendant le confinement, très vite, je me suis remise à écrire.
Et je me suis dit, peut-être que le dénominateur commun de tout ça, c'était juste que j'étais épuisée au point de vouloir crever, quoi. Et dès que j'ai été reposée, bah, ça s'est remis à couler tout seul, tu vois. Ah, c'était naturel. Mais du coup, en même temps, je comprends que des jeunes auteurs, je peux pas leur jeter la pierre de le faire, tu vois, c'est normal. Mais alors, si comme moi, vous avez un autre travail à côté, préservez-vous, parce que faire des semaines de 7 jours sur 7, même si c'est hyper cool de rencontrer des lecteurs, ben en fait, c'est épuisant. Et c'est pas un rythme que tu peux tenir sur des années sans te cramer, parce que émotionnellement, c'est hyper chargé, mentalement, c'est hyper chargé. Personnellement, ça veut dire que tu vois jamais personne, tu es toujours t'es avec ta famille, quoi. Et en plus, il faut bosser. Tu as peut-être un travail à responsabilité où tu dois. Tu vois, c'est une charge mentale qui est énorme et qui est, je trouve, tu vois, rencontrer les lecteurs, vraiment, c'est le meilleur truc du monde et c'est hyper stimulant, mais du coup, c'est aussi fatigant. Et c'est un truc que je trouve qu'on ne nous autorise pas à dire que oui, c'est hyper cool de rencontrer des gens, mais en fait, des fois, on n'a pas envie parce que c'est trop d'émotions, c'est trop de batterie sociale. C'est trop d'énergie, en fait. Au bout d'un moment, tu peux plus faire. Moi, j'ai vu que je pouvais plus du tout faire. Et l'année dernière, plus les années passent, plus tu as du mal à t'en remettre après, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, l'année dernière, j'ai fait un salon et on m'a demandé comment ça allait et je me suis mise à pleurer. Et genre, j'ai explosé en larmes et j'étais là, genre, en fait, je sais pas ce que je fais là, je me sens vidée. En fait, j'ai l'impression que j'avais rien à donner. Les gens, ils étaient là en train de me dire des trucs trop mignons et moi, j'étais complètement ailleurs en train de me dire, je veux juste aller dormir, vraiment, je n'en peux plus. Parce que tu donnes tellement à chaque personne que tu croises, mais quand tu croises 70 personnes dans la journée, tu donnes beaucoup. En fait, au bout d'un moment, tu peux plus, quoi. Enfin, tu reçois beaucoup d'amour, mais tu sais, c'est pas des jauges qui s'équilibrent forcément. Tu peux recevoir beaucoup et en même temps plus avoir beaucoup à donner toi, quoi. Bien sûr. Et ça a été hyper difficile, les salons de fin 2023, au point où je me suis dit que j'allais annuler mes salons. Je me suis dit, en fait, je peux pas faire, c'est trop difficile, je suis trop fatiguée, je prenais plus de plaisir à faire ça. Et là, ça revient. J'ai fait quelques salons vraiment super chouettes où j'ai pu, gérer mes interventions. Je trouve qu'aussi les salons font beaucoup d'efforts en mettant des zones safe et des zones calmes pour les auteurs pour qu'on puisse s'isoler et pas être tout le temps sollicité. Et redescendre, quoi, ouais. Et redescendre un peu. Et ça, c'est hyper précieux parce que, en fait, on n'est pas tous équipés. Moi, je vois que j'ai été très extravertie et j'ai beaucoup donné. Et aujourd'hui, j'ai plus cette énergie-là. Ce qui veut pas dire que je suis pas contente. Je suis hyper contente de voir les gens. Et j'aimerais pouvoir donner plus parfois, tu vois. Comme je faisais quand j'étais plus jeune. Mais là, j'arrive plus. Il y a trop de choses, je trouve. En plus, on est dans un contexte aujourd'hui qui est hyper anxiogène. Enfin, c'est difficile d'enchaîner, tu vois, comme je fais en ce moment, là, 8 semaines de salon non-stop. Enfin là, il m'en reste encore 3, je suis déjà vidée, quoi. Je suis fatiguée. Je vais aller au bout. Mais je sais que je vais être contente quand ça va s'arrêter, quoi. Et ça, c'est un truc que tu as justement un petit peu négocié avec ton éditeur, de réduire le nombre de salons auxquels tu allais assister. Pas vraiment, mais parce que tu vois, cette année, je ne l'ai pas fait. Ouais. J'ai dit oui à plein de trucs. Mais je pense que je vais plus le faire à l'avenir où je vais dire, bah voilà, en fait, par exemple, il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai dit que je prenais plus de train de retour après une certaine heure. Le dimanche soir, par exemple, pour pas rentrer chez moi. En fait, j'en ai marre de rentrer chez moi à minuit et d'aller bosser le lendemain, je me lève à 6h, quoi. Ouais. Donc ça, j'ai dit, maintenant, je prends plus de train après 17h ou 18h. Faut que je sois chez moi avant 21h, quoi. Ouais. Ça, c'est une condition que j'ai mis partout, à chaque fois. Ou le plus possible, en tout cas, sauf si vraiment... c'est trop compliqué pour l'orga, mais dans la mesure du possible, je demande à pas rentrer après 18h, quoi. Et je pense que je vais limiter à 3 salons par mois et pas 4. Pour dire, en fait, il me faut quand même un week-end poser parce que, en fait, c'est trop compliqué à gérer et puis être dans les trains toute la journée, en fait, c'est pas très rigolo, quoi. Non, clairement. C'est clair. Donc, ouais, c'est un truc que je vais mettre en place à partir de la rentrée pour septembre. Je vais essayer, en tout cas. Mais déjà, de dire, je rentre plus à minuit chez moi, ça, je l'ai mis en place et au final, tu vois, personne ne pose de questions, ça s'est très bien fait. Je dis, en fait, si j'ai le choix entre un train qui part à 16h30 et un qui part à 19h, je vais prendre le train de 16h30. Des fois, au début, j'avais un peu l'impression de manquer des choses, en me disant, je pars tôt.
Mais en fait, c'est un peu comme pas aller au Bougna jusqu'à 3h du matin aux Imaginales et rentrer à minuit, c'est se préserver pour les jours d'après, tu vois. Faut savoir dire non. Ouais, c'est ça. C'est plus dur des fois. Ouais. Surtout, peut-être quand tu commences, quand tu rentres dans ce monde-là, etc., que justement c'est quelque chose que tu avais imaginé, voire fantasmé pendant des années. Je vois carrément que ça va être difficile de dire, en fait, non. Ouais, mais et en même temps c'est normal parce que c'est un truc qu'il faut vivre, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Mais il faut pas que ça je pense il faut pas que ça devienne toute ta vie, tu vois, à faire 8 semaines de salon pendant 2 mois puis en septembre, octobre, il faut en fait je pense que il faut apprendre qu'il faut remplir ta jauge pour pouvoir la vider, quoi. Et que si tu remplis pas ta créativité, bah tu peux pas créer, quoi. Moi en tout cas je l'ai appris vraiment à la dure, quoi. Et je pensais que j'avais plus d'énergie que ça et je me suis rendu compte que non. Et que chaque burn-out diminue encore plus ma jauge, tu vois. Ouais, mais bien sûr, ouais. Et du coup, franchement, il faut prendre soin de soi, vraiment, parce que la vie est un marathon. Et non, mais vraiment. Et du coup, si tu veux pouvoir tenir sur le long terme, il faut que tu te donnes les moyens de tenir sur le long terme. Et ouais, ça veut dire parfois louper un peu des trucs, tu vois. Comme écrire, c'est aussi une sorte de sacerdoce. Ça veut dire que si tu écris tous les jours, tu ne veux pas forcément sortir tous les jours non plus. Oui, ça veut dire que tu vas il faut accepter que tu fais moins de terrasse, tu fais moins de cinéma, tu fais moins de... Mais c'est d'autres récompenses d'une autre manière. Tu vois. Et si tu arrives à le faire pour ça, tu peux le faire aussi pour dire, au lieu de rentrer tous les soirs à 3h du matin, je rentre à minuit, quoi. Ouais, c'est des hygiènes de vie, quoi, en fait, quelque part. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, carrément. Et en même temps, tu vois, c'est vraiment difficile parce que tu te dis, c'est une reconnaissance de ton travail d'être invité en salon. Et toi, tu veux rencontrer les lecteurs, en fait, c'est pour ça que tu vas, quoi. Clairement. Ouais. Mais je pense qu'en fait, j'ai pas rencontré beaucoup de lecteurs qui m'ont reproché de pas venir à un endroit, quoi. Oui, ouais. Parce que tu vois, quand j'en reçois des DM, on me dit, est-ce que vous venez à tes salons? Je dis, non, je suis désolée, je ne suis pas invitée, ou cette année, je peux pas venir. En fait, les gens, ils me disent, c'est pas grave, on se voit l'année prochaine, d'ici là, j'aurai lu le livre. Et en fait, il y a vraiment une bienveillance aussi des lecteurs qui, je pense, parce qu'on en parle de plus en plus, se rendent compte qu'on est des êtres humains, qu'on a une vie à côté, qu'on n'est pas juste, on n'apparaît pas juste à notre table de dédicace en salon, et qu'après, on redisparaît pas dans le néant, tu vois. Et que du coup, on est des gens normaux, qui nous voient fatigués, qui nous voient parler... des avatars d'IA qui disparaissent et qui nous voient juste à ce moment-là. Quoi. C'est ça, dire que on est fatigué, que c'est dur, qu'on s'est levé à 5h30 du matin pour partir, parce qu'il faut être à la gare de l'Est à 7h pour prendre le train, tu vois, et que du coup, il faut être patient aussi avec nous, quoi. Et peut-être que les réseaux sociaux permettent ça aussi de mettre un peu de l'humain derrière juste l'étiquette auteur. Et je pense qu'on a une génération là d'auteurs et d'autrices où on partage beaucoup plus sur ça, parce qu'on est tous passés par un burn-out, en fait. Ouais. Et en fait, maintenant que ça s'est un peu, tu vois, pas légalisé, mais que on s'est mis à parler de santé mentale. Du coup, on a pu pousser cette porte-là et dire moi, en fait, j'ai fait 2 burn-out et j'en peux plus. Soyez avec nous. Est-ce que c'est notre génération ou est-ce que justement ça ouvre aussi je pense que c'est plus large que ça, tu vois. Est-ce que ça permet aussi aux générations qui sont déjà plus installées, etc., d'avouer qu'eux aussi, ils ont eu des moments durs? Je pense que, tu vois, je pense à des gens comme Lionel Pavous, ou même celles qui ont pas, ou même Mélanie Fazi, qui a parlé du fait qu'elle n'arrivait plus à écrire. Et je pense qu'en fait, ça a libéré une parole qui était complètement bloquée avant, et on en a tous bénéficié, en fait. Et ça a été, moi, j'ai trouvé que c'était vachement libérateur de pouvoir faire. Tu vois, j'avais fait un live Twitch sur le burn-out et dire, mais en fait, moi, j'ai cru que j'allais plus jamais écrire de ma vie. Et pour moi, ça a vraiment été une expérience très traumatisante. C'était hyper violent. J'étais dans un processus de deuil de ma vie d'écrivaine. C'était terminé. Et c'était pas drôle, quoi. Et en fait, de pouvoir partager ça avec d'autres gens et me dire, mais en fait, t'es pas la seule. Moi aussi, j'ai vécu ça. De dire, ok, en fait. C'est pas moi qui suis toute seule dans ce truc-là, tu vois. C'est un vrai phénomène, tu vois. L'épuisement des salons, c'est un vrai phénomène. La sursollicitation, c'est un vrai truc aussi. Le fait que parfois, c'est un peu anxiogène quand, tu vois... Parce qu'en plus, ça vient toujours d'une bonne intention, mais quand les lecteurs te disent, ils achètent ton nouveau livre, et c'est quoi le prochain? Genre, je veux mourir. Je veux mourir, les gars. Et tu sais que c'est adorable. C'est le truc le plus... C'est le meilleur truc qu'on peut dire, parce que ça veut dire j'aime tellement ce que vous faites que j'attends le prochain. Mais du coup, c'est difficile à entendre parfois parce que tu te dis, mais attends, moi j'en peux plus là, il faut que je dorme. Ça met une pression énorme. Lis celui-là, ça met une pression de ouf.
Et en même temps, tu vois, c'est hyper stimulant. Et en parlant, tu vois, on a parlé de santé mentale, et je pense qu'on a aussi libéré vachement la parole sur la temporalité de l'édito. Qu'est-ce que c'est de publier un roman? Enfin, moi, par exemple, quand j'ai publié Rouille, j'avais déjà écrit les noces, et était déjà en préparation pour être publié. Donc, ça faisait déjà 2 ans que j'avais plus touché au texte. Ouais. Enfin, tu sais, il y a toute une temporalité qui est différente. Le fait que, des fois, on commence des projets, puis ça met des années à se mettre en place, puis des fois, ça va très vite. Et en fait, on n'est jamais, nous, alignés avec la temporalité des livres qu'on sort. Et on est tout le temps en décalage, ouais, c'est clair. Ouais. Et je trouve que les salons, ça m'a bien... Enfin, moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ce que j'étais capable de faire, ce que j'étais capable de donner, sur ce que j'étais capable de recevoir aussi, parce que je pensais pas que j'étais capable de dire merci. Je pensais que j'allais devoir m'excuser toute ma vie d'avoir fait un truc bien, alors qu'en fait, bah non, maintenant je dis merci, tu vois. Ouais, c'est vrai, j'ai fait un truc bien, c'est cool, merci, tu vois. Oui, de reconnaître qu'on a fait... De reconnaître qu'on a fait quelque chose de bien, tu vois. Et ça, je l'ai appris avec l'anthologie d'horreur beaucoup. Quand les gens sont venus me dire merci, et ben j'ai dit oui. J'ai fait un truc qui est... On a fait du bon travail, et on a fait du bon taf, tu vois. Et on est fiers de nous, tu vois. Et ça, c'est un truc que, il y a 5 ans, j'aurais jamais fait. J'aurais dit non, mais... Ah, c'est gentil, mais enfin, j'ai rien fait, tu vois. Si, on a fait des trucs de ouf, tu vois. Et j'ai appris à accepter les bonnes choses et à dire non aux mauvaises aussi, tu vois. Mais ça s'est fait un peu sur le tas et pas toujours de la manière facile, quoi. Ouais, bah oui. Ah, on apprend à des endroits, des fois, où on n'attendait pas, quoi. Non, c'est clair. Mais je trouve que... Il y a, tu vois, les jeunes autrices, surtout parce que j'en connais plus que de jeunes auteurs, qui arrivent sur le marché, elles sont beaucoup plus armées que nous. Parce que déjà, elles nous ont vu galérer, quoi. Elles ont été formées, je pense, dans des trucs aussi qui prennent en compte ce genre de choses. Et du coup, elles arrivent beaucoup plus en capacité de dire non. Mieux renseigner. Beaucoup plus en capacité de me renseigner sur comment ça se passe. Tu vois, nous, on n'avait rien. Enfin, moi, quand j'ai eu mes premiers contrats, si j'avais pas eu d'autres auteurs autour de moi pour relire mes contrats, j'aurais signé sans poser de questions. Alors qu'en fait, c'est absurde. Il faut jamais faire ça. Jamais. Maintenant, tu as plein d'outils, tu as plein de ressources. Tu as plein de gens qui sont hyper accessibles, à qui tu peux poser des questions. Tu as vu plein d'expériences différentes. Enfin, vraiment, je trouve que c'est... Il y a plus de communication entre nous aussi. Il y a plus de... c'est clair. Maintenant, on se partage les contrats, alors qu'avant, parler d'argent, c'était impossible. Impossible. Maintenant, moi, j'arrive, je dis, ouais, t'as eu combien de pourcents? On me dit. Il n'y a pas de tabou, tu vois. Alors qu'avant, c'était hyper tabou. Hyper tabou. Là, maintenant, tu vois, je me rappelle, là, j'ai demandé à un copain, c'était quoi ses conditions? Il m'a envoyé son contrat. Ouais, c'est cool. Il m'a envoyé son contrat, quoi. J'étais là, genre, mec, merci. Parce que c'est ça que je voulais, tu vois. Et je n'osais pas le demander. Et ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, entre nous, on a libéré une parole qui... C'est un soulagement, je trouve, de pouvoir aborder ces questions-là entre nous. Et c'est hyper important qu'on le fasse parce que ça nous soude en tant que communauté. Et tu sais qu'il y a toujours quelqu'un qui aura la réponse à ta solution, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'on peut avoir un peu peur, justement, de demander à des auteurs déjà bien installés, de dire, mais ils vont jamais te répondre ou quoi. Enfin, bon, voilà. Bah, s'ils peuvent pas, ils le font pas. Mais s'ils peuvent, je pense qu'ils le feront, quoi. Ouais, carrément. Moi, j'ai aucun problème à donner des conseils sur comment relire ton contrat. Enfin, le peu que j'en sais, tu vois. Je me sens pas très à donner des conseils, mais quand on me demande des trucs très techniques, je peux faire, tu vois. Ou alors orienter vers les bonnes personnes. Tu vois. Oui, par exemple. Ça, maintenant, le service vers la ligue, le service juridique de la ligue des auteurs professionnels, ils sont hyper à l'écoute, ils sont hyper réactifs. Je ne peux que encourager. J'avais une copine autrice que j'avais rencontrée en salon et qui m'avait dit, ouais, j'ai un problème avec mon contrat, je sais pas comment faire et tout. Et je lui ai dit, en fait, moi, je peux pas te répondre. Enfin, moi, je dis, je ferai ça, mais je ne sais pas. Par contre, je peux te donner le mail de X personne qui, lui, a fait partie de la ligue et va pouvoir t'aider, tu vois. Et ça a été réglé en 4 DM sur Instagram, quoi. C'est trop bien. Ça, avant, elle n'aurait rien eu, elle aurait dû se débrouiller toute seule. Enfin, c'est une galère, quoi. Ouais, ce serait... Et ça, maintenant, je trouve qu'on a libéré vachement de sujets et c'est hyper bénéfique. Et je pense que là, en ce moment, c'est un très bon... Enfin, on est dans une bonne période pour commencer à publier, tu vois. Quand tu publies tes premiers romans, tu as vachement de ressources, tu as vachement d'infos, tu as vu plein de gens parler de comment c'était, et du coup, tu es vachement mieux armé qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé à écrire, où en fait, on n'avait rien, quoi. Où t'es arrivé comme un flocon de neige, bonjour. C'est ça, j'étais là genre bonjour, moi j'ai cru écrire des livres, il faut être payé, il faut les déclarer à l'URSSAF, comment on fait, je ne sais pas. Vraiment, je trouve que c'est hyper cool ce qui s'est passé dans le monde des autoristes, quoi, parce que il y a une entraide qui
qu'il y avait déjà à mon époque, mais qui n'était pas affiché aussi visiblement. Quoi. Aussi clairement. Et puis après, ça peut être un processus qui va aller vers plus de, d'organisation, tu sais, pour peut-être une espèce de syndicat un peu plus soudé, etc., pour faire bouger un peu plus les lignes. À chaque fois quand on explique, moi quand par exemple j'explique à mes collègues comment ça fonctionne, combien de temps on prend pour écrire un bouquin, quand je leur dis mais j'ai pris 4 ans pour écrire mon roman, il faut quoi, ça prend tant de temps, voilà quoi. C'est des mondes qu'ils connaissent pas du tout et qu'ils imaginent même pas à quel point c'est compliqué, à quel point ça a ses propres mécanismes, etc. quoi. Ah oui, c'est ça. Donc et c'est hyper marrant parce que malgré tout, c'est encore une question qu'on me pose régulièrement. Combien de temps ça vous prend d'écrire un roman? Et j'ai envie de dire, mais alors, franchement, je pourrais pas te dire, ça pourrait me prendre 4 ans comme 1 an ou 6 mois. Chaque projet est différent, tu vois. Si j'étais à plein temps, j'écrirais beaucoup plus vite que si j'avais pas à bosser à côté. En fait, j'en sais rien. Et ça, c'est marrant. Il y a vraiment un espèce de mysticisme autour de... Combien de temps ça prend d'écrire un roman que je trouve assez étonnant. C'est comme pour le dessin animé en fait. Je fais un parallèle, mais la première fois que je me souviens, j'avais montré mon film de fin d'études dans un cinéma à des classes, etc. Quand je leur ai dit qu'on avait pris 1 an et demi à 4 pour faire 4 minutes, ils étaient tombés des nues quoi. Mais en fait ça prend des années. Même quand les Pixar et les Walt Disney machin, ils sont 400 sur le truc, ça prend 4, 5, 6 ans quoi. Et toi tu consommes en 1h30, mais en fait ça c'est pareil, enfin tout ce qui est artistique, etc. Il y a un temps de production et qui est juste c'est vraiment l'iceberg quoi. Enfin tu sais, il y a ce que tu vois et puis ce que tu vois pas qui est 1000 fois plus grand quoi. Donc clairement. Tu sais, quand les lecteurs te disent moi je trouve ça trop cool parce que je me dis c'est que j'ai réussi mon taf. Ah oui, mais je l'ai lu en 2 heures. T'es là genre ok, si tu mets ça en parallèle à l'année et demie que t'as passé à trimer 100 et au-dessus, tu te dis bon ok, mais en fait c'est un super compliment parce que ça veut dire que t'as tu les as emmenés avec toi dans ton univers et que tu leur as fait vivre un truc où ils n'ont pas pu lâcher. Mais c'est vrai que je comprends qu'il y en a qui trouvent ça dur d'entendre ça parce que putain, en fait leur ratio temps passé, temps consommé, c'est pas du tout rentable et c'est frustrant peut-être pour certains auteurs, tu vois, de se dire putain, tout ça pour ça quoi. Ouais, puis il y a un côté un peu la consommation de ton produit. Oui, parce que du coup ça devient un produit quoi. Ouais, c'est ça. Alors je vais retourner sur ce que tu disais par rapport à tout à l'heure, par rapport au fait que tu étais bêta lectrice donc d'un petit groupe de personnes, n'est-ce pas? Oui. Et pas que de moi, mais de plein d'autres personnes très talentueuses déjà. Toi, quelle expérience t'en as tiré et quel conseil tu donnerais à des gens qui en cherchent ou des gens qui commencent à s'y mettre ou qui veulent justement peut-être bêta lire et être bêta lu? Enfin, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Moi, j'ai adoré la bêta lecture. En fait, ça m'a sauvée. Je pense que si j'avais pas eu de bêta, j'aurais jamais sorti des romans aussi bons que ceux que j'ai sortis, quoi. Dans le sens, ils auraient été moins bien, quoi, vraiment. Parce que je trouve que tout seul... moi, je trouve vraiment que l'écriture, c'est pas du tout une activité solitaire. Clairement, oui. Ça l'a été au début. Mais maintenant, je ne reviendrai pas à cette période de ma vie où j'écrivais dans mon coin toute seule, sans avoir aucun soutien. Je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir rencontré des gens qui avaient la même passion que moi et qui avaient les mêmes envies et qui étaient prêts à partager des trucs hyper intimes d'écriture, tu vois. Mais tu vois, ça peut être juste, aujourd'hui, j'y arrive pas, j'ai écrit 300 mots, de toute façon, tout ce que j'écris, c'est de la merde. En fait, juste d'avoir quelqu'un qui est là, même pas forcément pour te dire, mais ça va aller, genre, ouais, je sais, moi aussi, tu vois. Je trouve que c'est le meilleur truc qui m'est arrivé. Ça m'a aidé ça m'a fait prendre confiance en moi parce que j'ai trouvé des bêta lecteurs qui étaient suffisamment honnêtes pour me dire quand ça n'allait pas, mais toujours avec bienveillance, tu vois, même si des fois leurs mots peuvent paraître violents à d'autres. Moi, je sais que c'est dit avec bienveillance. Et du coup, ils m'ont aidé à progresser. Ils m'ont aidé à travailler. J'ai appris beaucoup plus. Comme ça que j'aurais jamais appris toute seule, ou en tout cas ça m'aurait pris 1000 fois plus de temps quoi. Et de bêta lire, je trouve que c'est hyper important parce que ça t'apprend en fait en repérant ce qui va pas chez les autres, inconsciemment tu le mets en pratique chez toi et ça permet aussi moi je trouve que c'est hyper amplifiant d'aller dire quelque chose à quelqu'un, tu vois. En fait il
Moi, je sais que je peux apparaître un peu sèche dans mes bêtas. Des fois, je mets genre des trucs un peu... Mais c'est parce que si je mets juste comme ça me vient, donc je préviens. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, parce qu'on me l'a dit. Mais je pense que c'est hyper important d'aller voir ce que font les autres et de se dire, en fait, il y a des gens qui font des choses qui sont mieux que moi ou différemment et qui marchent bien. Et d'apprendre à voir ça chez les autres pour l'appliquer chez soi, c'est hyper important. Et en plus, tu reçois tellement avec la bêta. Tu donnes et tu reçois tellement. Enfin, ça crée des liens incroyables, quoi. Mais du coup, tu dirais que bêta lire quelqu'un d'autre, c'est presque plus... Enfin, pas important, mais plus... t'apprends plus, en fait, en bêtalisant d'autres qu'en étant bêta lu, quoi. Ouais, en fait. Ouais. Je trouve que... parce qu'en fait, dans la bêta que tu reçois, on te dit ce qui va pas. Donc, tu n'as qu'à corriger, quoi. Enfin, on t'a déjà dit, non, mais là, ça marche pas parce qu'il y a ça qui marche pas, il y a ça qui marche pas. Alors que quand tu es sur le texte d'une autre personne, c'est à toi de faire les liens et de... Enfin, il faut que tu aies, par exemple, une vision très macro de l'histoire et des détails. Et c'est vraiment... c'est de la théorie, quoi. Il faut vraiment que tu sois capable de dire, ah, mais là, ça marche pas. Mais des fois, tu sais que ça marche pas, mais tu peux pas dire pourquoi. Quand tu bêtalises quelqu'un, tu veux pas lui dire, non, mais là, ça marche pas, mais démerde-toi. Il faut que tu l'aides, tu vois. Il faut que tu lui dises, ah, mais là, je pense que c'est parce que tel personnage n'est pas cohérent, parce que, tu vois, au début, tu lui fais faire ça, mais finalement, il fait ça, c'est contradictoire. Donc, c'est quoi l'enjeu de ton personnage? Ou telle scène ne marche pas parce qu'en fait... Et en fait, tu dois avoir un regard très pratique sur le texte, quoi. Et du coup, t'apprends vachement en décortiquant le texte. Et en plus, comme tu fais dans une optique de bienveillance et d'amélioration, t'es là pour aider... Si t'es un bon bêta-lecteur, t'es là pour aider la personne à vraiment donner le meilleur d'elle-même. Et en fait, t'apprends vachement parce que tu dis, ah, mais alors du coup, comment on pourrait faire mieux, tu vois. Et donc, tu t'apprends techniquement à faire mieux à partir de la scène. Et c'est hyper, moi, je trouve que c'est hyper important. Je trouve que t'apprends énormément en faisant la bêta plus qu'en étant bêta lu. Tu sais que j'ai jamais j'ai jamais fait bêta lecture d'autres personnes, peut-être juste pour des nouvelles ou des petits textes, mais en tout cas pour des romans. Et c'est un truc justement qui me donne envie... qui me rend très, très curieuse. Je pense que c'est hyper cool. Tu vois, on l'a vécu, c'est aussi un engagement qui peut être très long. Oui, clairement. Et qui, des fois, c'est difficile, quoi. Mais c'est hyper important, je trouve que... Et en plus, c'est hyper gratifiant de voir un texte évoluer. Et de voir la personne en face s'améliorer, avancer, et faire mieux. Tu dis, putain, là, c'est incroyable ce que tu as fait, c'est trop bien. Et tu vois, de toujours pousser. Je trouve que c'est vraiment super. Et mes conseils, ce serait... Tout le monde devrait avoir des bêta-lecteurs. Au moins un ou deux. Mais par contre, peut-être essayez pas de forcer, il faut vraiment que ce soit fait de manière organique. Ouais, il faut que ce soit, en fait, il faut que ce soit ça va dans les deux sens, quoi. Ouais. Il faut que vous vous aidiez mutuellement, quoi. Ça va dans les deux sens, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'il faut réussir à trouver quelqu'un qui est à peu près le même niveau que soi. Oui. Pour avancer, tu vois, pour que ça soit nourrissant des deux côtés et que ça soit un cercle vertueux, quoi. Et après, tu vois, moi, je fais de la bêta pour toi, tu m'as pas relu et ça me dérange pas. Parce que j'aime le faire, tu vois. Mais c'est vrai que j'en fais pas beaucoup non plus parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ça prend du temps, il faut prévenir. Ça prend du temps, quand vous vous lancez dans la bêta lecture de quelqu'un d'autre, ça prend du temps. Ça prend, en plus, vous êtes un peu un éditeur extérieur, etc. C'est pas... c'est un engagement, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un engagement qu'il faut pas non plus prendre à la légère, quoi. Donc, et bien communiquer avec vos amis bêta lectu, n'importe quoi, bêta lu, etc. Et d'ailleurs, on parle de bêta lecture, mais il y en a qui font de l'alpha. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Chez moi, non, jamais. Genre le premier jet, 0 jet, il y a personne qui te regarde par-dessus l'épaule. Personne ne lit ça. Ne lit ça. Jamais. C'est trop moche. Moi, même quand j'envoie à mes bêtas, j'envoie une version qui est déjà corrigée. Qui est déjà corrigée une première fois. Parce que mon processus d'écriture fait que je dois réécrire la moitié du roman. Donc, je peux pas envoyer... je peux pas faire ça. Mais non, je fais pas d'alpha du tout. Après, il y en a qui font des premiers jets très lisibles. Hein. Et c'est très bien. Tu vois, Estelle a fait des alphas qui sont quasiment des textes finaux. Hein. Mais moi, j'y arrive pas. Pour l'instant, en tout cas, dans ma manière d'écrire... j'ai besoin de passer par une première phase de correction. Où tu vomis du texte, comme tu disais. Ouais, je vomis mon texte, après je le corrige une première fois et j'envoie. Après, ça peut être que, en fait, généralement, quand je commence à corriger, je corrige les premiers chapitres, je les envoie et je continue à corriger la suite. Tu vois, j'attends pas d'avoir fait une première correction sur tout le roman avant de envoyer à mon bêta, quoi. Ça, mais j'envoie jamais rien qui soit une alpha. Il
y a mille et une façons justement d'organiser sa bêta lecture, de faire comme toi, genre 4 ou 5 chapitres, tu corriges, tu envoies, et puis pendant que le bêta lecteur lit et fait ses commentaires, toi tu avances sur la suite, et ça avance comme ça en quinconce. Mais après, ça peut demander une gymnastique cérébrale assez particulière des fois. Ça veut dire que si ton bêta te dit qu'il y a beaucoup de corrections à faire sur le premier chapitre, ça peut impacter la suite, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il faut savoir où t'en es, quoi. Et moi, je trouve que c'est du coup facile parce que je préfère avancer comme ça plutôt que de me dire ah oui, mais du coup, là, il m'a fait des retours sur le début et je vais devoir propager ça sur tout le reste alors que tout est déjà corrigé, tu vois. Ouais. Alors que de le faire par palier comme ça, je trouve que la montagne me paraît moins grande pour avancer, quoi. Après, peut-être qu'il faut que, du coup, le bêta-lecteur ait déjà une grosse idée de... comment dire, s'il y a des plot twists ou des rebondissements après et que si tu as... Enfin, tu vois. Pas forcément, parce que tu peux vouloir tester si ça marche pas. Oui, tu sais s'ils peuvent être surpris. Moi, il a rien lu et après j'en ai parlé de l'histoire pendant 6 mois, donc je raconte ce qui se passe, tu vois, quand même. Je dis mais là, pour ça j'ai fait ça, là il s'est passé ça. Ah en fait finalement j'avais tout changé et bidule va devenir machin et du coup ça va faire un plot twist truc, donc ils savent un peu ce qui se passe. Mais je pense que, j'aime bien aussi avoir leur retour à la chose sur qu'est-ce qu'ils pensent de l'histoire quand ils la découvrent, quoi. Oui, en tant que lecteur. Lambda. En tant que primo-lecteur, ouais, clairement. Ouais, c'est super important. Alors du coup, après avoir causé pendant 1h15 de tout ça, on va parler plus précisément de tes derniers, enfin en tout cas de ta dernière parution. Donc à chaque fois, je bute ces tonnerres derrière les ruines ou Tonnerre... Non, après. Après, putain, tu vois, à chaque fois, je me fais avoir. Tonnerre après les ruines. Toto. C'est ça, Toto, tout à fait. Donc, si on parle de Toto, alors c'est pas le groupe américain de Pop FM, que j'aime beaucoup, soit dit en passant, mais c'est le roman de Florian. Et on parlera aussi du prochain qui est prévu pour la fin du mois d'août. Donc, alors, déjà, comment est-ce que tu pourrais nous dire comment est né Tonnerre après les ruines? Toto, Tonnerre a une histoire que j'ai déjà partagée. Rocambolesque. Rocambolesque, ouais. C'est un roman que j'ai voulu écrire en 2018-2019. Donc, après les noces? Oui, c'est sorti. Les noces étaient en train d'être publiées. Et j'avais cette pression de devoir écrire un 3e roman, quoi. Donc du coup, je me suis tapé la pression du 2e roman au 3e, quoi. Et j'étais en plein burn-out et du coup, j'y arrivais pas. Mais je m'acharnais. D'ailleurs, j'avais retrouvé une version que j'avais envoyée à mon bêta qui faisait, je sais pas, au moins 160 pages de rien. Littéralement, il se passait rien. C'était l'enfer. Et à cette époque-là, je partais toujours avec mon ordi. Et donc, je pars faire le nouvel an à Bruxelles chez une copine et je me suis fait voler mon ordi. Aïe. Donc là, je me suis dit, écoute, Florian, je crois que c'est un signe du destin qui te dit, arrête. Vraiment, arrête avec ce projet et arrête d'écrire tout court. Donc là, je suis entrée dans ma phase, j'écrirai plus jamais. Vraiment, c'est la fin de tout, quoi. Et je l'ai laissé de côté pendant très longtemps parce qu'en fait, j'avais vraiment, comme je l'ai dit, il y a un moment là, ce sentiment que si je recommençais et que j'échouais à nouveau, ça allait briser un truc. Enfin, je l'aurais pas supporté, quoi. Vraiment, en fait, ce projet il me tenait tellement à cœur que je savais que si j'y arrivais pas ou si j'échouais encore, ça allait casser un truc de manière définitive et ça allait. J'allais plus écrire ou vraiment ça allait pas bien se passer, quoi. Donc du coup à ce moment-là on me propose d'écrire l'Oda, Les Oubliés de Lama. Donc je dis oui et en fait au même moment je suis contactée par la maison d'édition chez qui je vais publier mon prochain roman, donc en 2020 déjà, pour essayer de voir si ça me dirait pas d'écrire du jeunesse et comment on fait. Donc j'ai bossé à la fois sur le synopsis de ce roman-là qui va sortir cette année et à la fois sur Les Oubliés de Lama que j'ai commencé à écrire en 2020. Et du coup, voilà, je fais ça. Et Les Oubliés de Lama sortent, donc en 2021 déjà. Et le soir, en fait, cette année-là, j'étais coup de cœur. Et donc, du coup, il m'avait fait repartir que le lundi matin. Donc, j'étais restée dimanche soir à Épinal. Et du coup, je vais manger avec Estelle, parce que Estelle, dans toutes les étapes de ma vie, il y a Estelle, quoi. Et elle me dit, mais je vais te présenter à Xavier Dolo et Simon Pinel, les éditeurs de Argile, qui étaient en train de monter Argile, en fait. Parce qu'ils aimeraient bien te rencontrer, et puis voilà, est-ce que ça te dérange si on va manger avec eux? Je suis non, pas du tout, vas-y, on y va, pas de souci. Et en fait, ça faisait un moment que moi je suivais ce qu'ils faisaient et que eux suivaient ce que je faisais. Et il me dit, et en fait, on s'était déjà vus, on était déjà un peu copains, tu vois, mais de festival, quoi. Et en fait, ils me disent, et en fait, Estelle dit, non, mais Florian, elle a un roman trop bien qu'elle va vous pitcher. Et moi, j'étais là, genre, en fait, je suis un peu bourrée, donc
Donc je pitch vraiment 3 phrases sur ce que je voulais que Tonnerre soit, mais qui n'était pas du tout à l'époque, quoi. Et Argile, enfin Simon et tout, me disent ok, banco, on te fait un contrat, quoi. Moi j'étais là genre bien sûr. Et je change de sujet et la soirée se passe et on fait autre chose et tout ça. Et 3 jours après, je reçois un mail avec un contrat dans ma boîte mail, quoi. Et là je me suis dit merde, parce que du coup ça veut dire que vraiment j'ai pas le choix, tu vois. C'était vrai, et surtout qu'en plus moi je trouvais que la ligne d'Argile était super, enfin le contrat qu'ils font est super, la vision qu'ils ont de la littérature, tu vois, est super. Comme moi je connaissais Xavier depuis longtemps, j'ai écrit Rouille à cause de Xavier, Thomas Géa, et j'étais allée lui dire c'est à cause de toi que j'ai écrit un roman. Donc vraiment j'étais là genre mon Dieu, mais comment je vais faire, quoi. Et du coup, après, j'ai écrit ce roman-là. Et là, pour le coup, je pense que Tonnerre n'aurait pas existé dans cette version-là, à la fois si Jérôme, mon bêta, n'avait pas été là, et à la fois si ce n'avait pas été Simon et Florence, mes éditeurs, parce qu'ils m'ont vraiment tout donné, ils m'ont poussé à bout, mais c'était incroyable de bosser avec eux. Enfin, vraiment, c'était une expérience édito très intense, mais j'ai énormément appris. Là, pour le coup, me faire bêta, ça m'a beaucoup appris. Ouais, là, j'ai beaucoup appris. Et pour le coup, vu que tu as sorti plusieurs bouquins dans plusieurs maisons d'édition différentes, tu as eu des éditeurs et des éditrices différentes. Est-ce que justement le travail pour les corrections éditoriales, le travail avec l'éditeur a été différent comment Ouais, super différent, ouais. Tout était très différent. Attends, il faut que j'aille chercher mon chargeur. Vas-y. En fait, j'ai eu plusieurs éditeurs, même au sein de Scrénéo. Ah oui, ok. Oui, parce que donc il y avait eu Rouille et Les Noces et Loda, mais qui étaient un petit peu à part, qui sont sortis chez Scrénéo, mais t'as pas eu les mêmes éditeurs et éditrices. Non, en fait, ces trois-là, quoi. Pour chaque roman, j'ai eu un éditeur différent. Ah oui, d'accord. Parce que sur le premier, je travaillais avec Agnès Marot, qui est freelance pour Scrénéo. Donc c'est elle qui m'a fait le plus gros de l'édito de Rouille. Et à l'époque, c'était encore Jennifer qui bossait chez Scrénéo, donc j'ai fait la fin avec elle. Pour Les Noces, Floria était arrivée, donc j'ai fait une partie avec Agnès, une partie avec Floria. Et pour Loda, c'était complètement avec Stéphanie, et Stéphanie la directrice de collection. Ouais. Donc en fait, à chaque fois, j'ai eu des éditeurs différents, donc c'était vraiment à chaque fois 3 styles de travail différents. À part Agnès, c'était toujours pareil et c'était très cool. Elle m'a bien aidée aussi. Elle m'a fait beaucoup bosser sur Rouille, elle m'a fait réduire le roman de 200 000 signes, enfin vraiment beaucoup bossé, quoi. Ouais, elle a beaucoup bossé. Mais là, en fait, Tonnerre, c'était compliqué parce que c'est vraiment un roman, c'est vraiment mon roman, quoi. Et en fait, j'ai voulu faire beaucoup de choses. Enfin, j'ai voulu faire des choses techniques où j'avais besoin d'aide, quoi, pour faire ce truc-là. Et il a fallu réécrire une partie du roman que j'avais déjà corrigé moi, puis corrigé avec mon bêta. Il a fallu encore réécrire des trucs, tu vois. Mais j'ai été super bien accompagnée et c'était très... En fait, une fois que j'ai compris où je voulais aller, tout est facile. Il faut juste que je comprenne où je veux aller, quoi. Et ça, j'ai trouvé que chez Argile, il m'avait vachement bien guidée là-dedans, tu vois, sans m'imposer des changements, en me demandant toujours, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Et du coup, comment est-ce qu'il pouvait m'amener à ce truc-là, quoi. Et ça passait parfois par me dire, Florine, il faudrait écrire 6 chapitres en entier, parce qu'il n'y a rien qui va dans tes chapitres-là. Moi, j'étais là genre, ah d'accord, c'est un peu de la merde quand même, l'histoire. Bah, je vais le faire alors. Et en fait, à posteriori, tu vois, je me dis, bah oui, ils avaient raison. Ouais. Ils avaient la vision globale de l'œuvre et une connaissance aussi, tu vois, technique de l'écriture, de qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas. Et du coup, ils m'ont vachement bien guidée là-dedans pour que même ce qui était difficile me paraisse pas insurmontable, surtout qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Ouais. Donc, j'ai trimé, mais c'était efficace, quoi. Ouais, je me souviens de cette période-là où c'était vraiment... Je me réveillais au bord des larmes tous les matins en me disant mais qu'est-ce qu'ils vont me dire encore. Et en même temps, à chaque fois, je savais qu'ils avaient raison. Mais ça fait jamais plaisir quand on te dit il faudrait écrire 6 chapitres, tu vois. Tu sais, genre, j'en peux plus, moi, de vos histoires. Là. À la fin, je dois ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on trouve un moyen de terminer parce que je suis exsanguinée et j'ai un autre roman à écrire derrière et je vais jamais y arriver. Et ça va vraiment laisser épuisé. Ouais. J'ai trouvé que c'était une super aventure, mais je pensais pas que tu pouvais être aussi fatigué, tu vois, d'avoir sorti un texte que je l'ai été à ce moment-là. D'autant qu'apparemment, tu me disais que tu avais un lien avec ce roman-là vachement plus profond qu'en fait avec n'importe lequel d'autre que tu avais sorti, quoi. Donc, Ouais, en fait, tu vois, pendant longtemps, je me suis beaucoup identifiée à Violente. Mais en fait, je me suis rendu compte à posteriori que Violente, c'était pas du tout difficile à écrire. En fait, c'était déjà plus moi.
quand j'ai écrit le personnage de Violante. J'avais déjà grandi, alors que là, Lottie, par exemple, c'est quelqu'un c'est un personnage qui a beaucoup de moi, et c'est un personnage qui est difficile, qui est pas aimable, qui est méchant. Et je me suis dit, putain, mais c'est difficile de sortir ce personnage parce que je suis encore un peu proche de lui, quoi. Et en plus, c'est vraiment mettre des trucs de moi dans les mains des gens. Et je me suis dit, comment ça va être perçu, ce genre de personnage? Je sais pas comment ça... Et ça, notamment, Argine m'a beaucoup aidé à le rendre compréhensible. Parce que c'est un personnage qui est vraiment pas aimable, quoi. Tu peux pas... soit tu la comprends pas, soit tu es jamais d'accord avec ce qu'elle fait. Et il m'a dit, mais il faut que t'expliques pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et ça, je voulais pas le faire. Je voulais pas le dire. Je voulais pas expliquer. Et ils m'ont forcé à le faire. Donc, c'est le prologue. Et en fait, une fois que ça s'est expliqué, en fait, tu peux suivre ce personnage qui est insupportable. Mais tu comprends sa motivation derrière, quoi. Tu comprends ses motivations. Et ça, s'il me l'avait pas fait faire, je sais pas ce qu'aurait donné le roman. Je pense que les gens auraient reposé le roman au bout de la première partie. Ils auraient dit, c'est moi, elle me saoule, j'arrête, tu vois. Et du coup, toute cette période-là de l'entre-deux, entre deux romans où on a du mal à s'extraire du roman qui est terminé et où il faut avoir la place pour commencer le prochain. C'était trop dur. C'est toujours un moment différent, quoi. Ouais. En fait, généralement, j'ai pas trop de mal à laisser partir mes textes, mais là, en fait, on m'a pris du retard. En fait, j'aurais dû finir de corriger Tonnerre début juin pour pouvoir commencer l'autre en juillet. Sauf qu'on a fini les corrections mi-juillet. Donc, j'avais pas commencé l'autre encore. Et en fait, quand j'ai commencé, j'étais encore à moitié dans les corrections, puis on préparait la sortie. Enfin, en fait, j'étais complètement encore dans Tonnerre et j'arrivais pas à faire le lien. Et en plus, au milieu, j'ai accepté un autre contrat pour un roman graphique. Donc, en même temps, j'écrivais le roman graphique. Tu vois. Donc, j'étais complètement dispersée, écartelée entre 3 trucs. Plus j'arrivais sur le roman jeunesse où en fait, ça faisait 1 an que j'avais signé et j'étais plus alignée avec ce qu'il fallait, avec ce que j'avais prévu dedans. Donc en fait, j'arrivais pas à me dépatouiller de toutes ces émotions et de tout ce que je voulais faire. Parce que j'étais prise entre des feux croisés de ce que je dois faire, ce que je veux faire, ce que je veux plus faire, ce que je pense que je dois faire. Enfin, tu vois, c'était un peu le chaos, quoi. Et ça a été hyper dur. Ouais. Tonnerre, j'ai eu vraiment du mal à en sortir. J'étais très inquiète aussi parce que comme c'est un roman pas facile, j'avais peur qu'il soit mal reçu. Et en plus, il sortait à une période où la vibe générale était plutôt à du Becky Chambers, à des trucs très sympathiques, tu vois. Et moi, j'étais là avec mon univers horrible, tout le monde crève. Je me suis dit, putain, on va pas y arriver, quoi. Et j'avais un peu peur comment il allait être reçu, parce que c'était aussi un pari pour Argile d'aller vers ce genre de roman-là. Et on avait une blague entre nous qui disait que Tonnerre allait couler la maison d'édition. À ce point-là. Ouais, c'était notre running gag. De toute façon, je vais couler la boîte, c'est le but, tu vois, assumer, c'était ça, quoi. Et c'était une sortie qui était difficile. Je savais pas comment ça allait se passer. J'étais vraiment pas. C'était un accouchement difficile, finalement. C'était en raccord avec Tonnerre, hein, quelque part. Ah ouais, vraiment, ça a été pas facile, ouais. Puis il y avait plein de choses en même temps, tu vois, le roman graphique en même temps, l'autre roman que je devais écrire que j'arrivais pas à écrire, plus plein de problèmes perso à ce moment-là, mon début de burn-out, enfin, tu vois, j'étais vraiment... Ça faisait c'est au même moment gérer, que j'ai annulé tous mes autres contrats pour 2024, j'ai dit je signe rien, et je ferai rien, c'est pas possible. Et j'ai dit qu'en 2024, j'écrivais pas, enfin, en tout cas, je signais rien. Et même là, tu vois, depuis 2-3 semaines, 1 mois, je me dis que même peut-être en 2025, je signe rien, quoi. Ouais. Soit j'amènerais un roman déjà fini, que j'aurais écrit dans mon coin. Sans pression, sans engagement, quoi. Ouais, mais à moins qu'on me propose un truc incroyable, genre peut-être si on me propose un 2e roman graphique, je le ferai, parce que c'est beaucoup moins de temps et que c'est très chouette à faire, quoi. Mais je me dis que je vais pas signer de contrat en avance pendant encore un moment parce que j'ai besoin de souffler et que si je le fais pas maintenant, en fait, je le ferai jamais et je vais m'esquinter à courir de projet en projet et je n'ai pas envie de faire ça, quoi. Encore, ouais. Et du coup, tu parlais de ton projet après Tonnerre. Qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Celui qui va sortir du coup fin août. Oui, il sort 28 août et ça s'appelle Les filles de Freya. Ouh, c'est un roman... C'est que Freya, c'était un des prénoms que j'avais dans ma liste de prénoms si j'avais une fille. Hein, donc voilà. Ah, trop bien. Et pour la prochaine. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, c'est un roman qui est entre le jeunesse et le young adulte.
un peu entre les deux, sur la mythologie nordique. Et le but, c'était de faire de la mythologie nordique, mais en mettant les déesses en avant. Parce que je trouve que dans la pop culture, il n'y en a que pour Loki, Thor, Odin et tout. Alors qu'en fait, la mythologie nordique est hyper riche. Il y a plein de choses, il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses. Et donc, du coup, on suit deux jeunes filles qui peuvent voyager entre les mondes et se rendre compte que les mondes de la mythologie nordique sont des vrais mondes et que la magie a disparu et qu'il faut retrouver Freya. Elles sont liées à Freya, et donc elles vont rencontrer que des déesses, des Valkyries, des Nornes, enfin que des nains. Ça va être trop cool. Trop hâte. Et ça va être chez qui alors celui-là? Tu sais, c'est chez Rajo. Chez Rajo. Okay. Oui, c'est chez Rajo. Ça va être annoncé bientôt, je pense, de toute façon. Trop cool. Et avec la couverture, parce que le 28 août, ça arrive vite là. Ah oui, c'est clair. Ouais, et en octobre, il y aura mon roman graphique qui va sortir dans la collection Inari de chez Robert Laffont. Ok. Donc, il y a une ambiance japonaise où on va suivre des petites sorcières sur une île qui combattent le patriarcat. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Oui. Et du coup, justement, ça c'est un nouvel exercice aussi, le roman graphique. Ouais. Et ça, comment tu as abordé ça avec, du coup, une création à quatre mains avec... j'ai abordé ça avec beaucoup de panique. Parce que j'avais jamais fait de scénario. Mais j'étais super bien aidée pour le coup. En gros... En fait, la collection Inari, elle a la particularité de n'appairer que des femmes. Donc, c'est des illustratrices et des scénaristes femmes, forcément, toujours. D'ailleurs, je vous conseille d'aller lire le premier, c'est Le secret des bonbons pamplemousse, qui est top, qui est vraiment trop bien. Et donc, nous, on sera le deuxième. Et en fait, moi, j'avais jamais écrit de scénario. Et c'était un peu... j'avais un peu peur. Au final, j'ai été très bien accompagnée. Où en gros, j'ai écrit un synopsis de... Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils m'ont donné un pitch de départ. Donc, j'avais un pitch de départ sur les petites sorcières, sur l'île, tu vois, il y avait un pitch. Et au début, ils m'avaient donné un plot twist qu'on a modifié avec la dessinatrice parce qu'on n'était pas à l'aise avec ce qu'ils voulaient faire. Donc, c'est eux qui ont apporté le pitch de départ. Le pitch de départ, ouais. Et du coup, moi, à partir de ce pitch-là, j'ai écrit un synopsis de plusieurs pages, tu vois. Ouais. Je me suis mis d'accord avec la dessinatrice parce que je voulais qu'elle soit d'accord sur l'histoire que j'allais raconter et tout ça, machin. On s'est trouvé d'accord pour dire que le twist, il ne mettait pas à l'aise et qu'on n'était pas... que c'était trop compliqué et qu'on voulait faire autre chose, donc on a fait modifier ce truc-là. Et après, j'ai été aidée par le directeur de la collection pour, en fait, subdiviser le synopsis en parties et donc en pages. Parce que du coup, le format, c'est 120 pages. Oui, c'est un gros morceau, quoi. C'est un gros truc, mais au final, on a édulcoré à mort l'histoire que j'avais prévue, parce que moi, j'avais prévu plein de choses, tu vois. Et il m'a dit, on n'a que 120 pages, il faut qu'on aille droit au but, il faut choisir un axe et tenir la ligne, tu vois. L'essentiel. Donc ça, il m'a aidé à faire ça. Donc après, on a séparé en blocs. L'avantage, c'est que ma dessinatrice, elle était aussi scénariste, donc j'ai pas eu à faire de découpage. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai listé toutes les scènes qu'il y avait dans chaque bloc. En fait, je faisais des scènes avec tous les dialogues. Et des fois, je mettais des indications de décor. Là, pour le coup, on a fait un Pinterest pour avoir les références qu'on voulait. Et en fait, j'ai écrit quasiment que des dialogues avec des petites infos au milieu. Genre là, par exemple, le personnage est mal à l'aise, machin fait ça, il la touche, tu vois, elle s'en va. Des infos comme ça. Et après, elle a fait un premier découpage qui du coup entraînait des modifications parce que des fois il y avait trop de choses, donc il fallait enlever des choses, tu vois, donc je devais reprendre les dialogues et tout comme ça. Et après elle dessine. Et voilà. Donc en fait c'est hyper cool parce que ça me demande beaucoup moins d'investissement en temps. C'est beaucoup moins long que d'écrire un roman, quoi. Ouais. Et après tu fais le suivi, tu fais les ajustements jusqu'à la fin des dialogues, de l'histoire. Là on a remodifié un truc un peu centrale, mais en fin de compte, ça ne changeait pas les cases ni rien, donc on a pu se permettre de faire ça. Donc c'est beaucoup de ping-pong. Et après, c'est beaucoup de ping-pong, mais en fait, en temps de création pure, je pense que ça, tu vois, tout mis bout à bout, ça m'a pas pris un mois, quoi. Donc c'est hyper bien. Enfin, l'investissement est moindre, et après, c'est juste du suivi régulier où toutes les 2 semaines, on fait des modifs sur un petit point, on change une phrase de dialogue, alors on me demande de valider tel changement, là, elle a fait ça. Je dis, non, là, les cases, ça va pas, il faut inverser telle case, tu vois. Et c'est du suivi, donc ça prend du temps de suivi, mais en termes de création pure à écrire, c'est vraiment hyper réduit, quoi. Et c'est un peu bizarre au début aussi.
d'écrire que des dialogues. Ouais. Et est-ce que c'est pas un peu bizarre aussi en fait, de laisser une partie de la création du truc à quelqu'un d'autre? Moi, j'ai trouvé que là, c'était pas trop dur parce que du coup, donc Kali, je l'ai rencontrée avant. Et j'étais allée voir ce qu'elle avait fait et je trouvais que son univers collait parfaitement à ce que je voulais faire, tu vois. Et comme elle était scénariste, j'avais aussi confiance en elle. On a travaillé sur les personnages, tu vois, elle a fait des crayonnés, elle m'a montré ce qu'elle avait fait, moi j'ai dit si j'aimais bien ou pas et tout ça. Et après j'avais confiance. Je me suis dit, elle sait faire. En plus, je trouve qu'elle a une intelligence de la page qui est exceptionnelle. Elle met du mouvement, enfin c'est vraiment incroyable. Et je voulais aussi... En fait, je voulais pas qu'elle soit qu'une exécutante dans le processus. Je voulais qu'elle ait son mot à dire. Alors, pas dans tout, parce que ça restait mon histoire. Mais je voulais avoir son avis. Quoi. Voilà, et que, tu vois, quand elle m'a dit, moi, je suis pas à l'aise avec ce truc-là, et je dis, ok, vas-y, on change. Moi, il n'y a aucun problème. Ça me va. Quand j'avais prévu une scène, elle m'a dit, c'est trop compliqué à dessiner. Ça va me prendre des plombes. Est-ce que tu peux faire autre chose, quoi? Je m'adapte aussi. Et je trouve qu'au final, c'est intéressant parce que il y a un échange, tu vois, c'est vraiment une collaboration et pas juste moi j'amène un truc, toi t'amènes un truc et basta, tu vois. Et j'ai trouvé que ça, c'est très enrichissant. C'est assez cloisonné, etc. Là, c'était pas le cas, quoi. C'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas les mêmes façons de travailler et que voilà, on a deux créations qui sont différentes et qu'elle travaille pas comme moi et moi pas comme elle. Mais au final, c'était difficile parfois, mais hyper enrichissant et franchement, c'est elle me dit qu'on y retourne, moi j'y retourne. C'était trop bien. Et du coup, c'était une volonté de ta part de partir sur un truc, un roman graphique, du coup, qui est complètement différent, ou ça s'est présenté comme ça? Non, ça s'est présenté comme ça. En fait, ils sont venus me chercher avec le projet et ils m'ont dit, voilà, nous, on a adoré Les Noces de la Renarde. On pense que ton univers irait super bien avec l'univers de Kali. On a ce pitch-là pour la collection. Est-ce que ça vous plairait de faire ça, tu vois? Ok. Et après, tu vois, moi, j'estime, ils me diront, mais que ça s'est bien passé. Et si jamais on fait pas de suite, moi je pense que je vais leur proposer un autre projet à moi parce que j'ai adoré bosser avec eux et que j'ai plein d'idées maintenant. Ouais, bien sûr. Ouais, maintenant ça ouvre des portes où tu fais t'as plus confiance en ce que tu peux faire, tu vois comment ça fonctionne et j'ai appris des trucs. Et j'aimerais bien, du coup, je pense que je vais suivre une formation de scénariste pour apprendre à faire le découpage parce que tu vois, même si je suis à Paris avec quelqu'un qui le fait, c'est bien de pouvoir avoir vraiment cette connaissance-là pour pouvoir proposer des modifs ou orienter des trucs. Parce qu'il y avait quelques pages où je savais exactement ce que je voulais qu'on y mette, mais pas tant que ça. Et du coup, je me suis quand même beaucoup reposée sur Kali. Et je pense que ce serait bien d'avoir cette connaissance-là pour pouvoir le faire tout seul, quoi. Ouais, puis c'est cool d'avoir un autre truc à son arc, quoi. Enfin, une autre corde à son arc, ouais. C'est exactement, ouais. Et en plus, on a parlé là comme ça depuis tous tes romans, etc. T'as touché au steampunk, t'as touché à du fantastique avec Les Noces de la Renarde, fantastique et en plus japonais, quoi, avec la science-fiction du pur space op. Et là encore du post-apo avec Toto, Freya, c'est encore autre chose. Tous ces changements de genre comme ça, est-ce que t'as une liste où tu coches tous ceux que je coche comme ça, tout sauf la fantasy? Est-ce qu'il y en a encore, tu te dis putain, j'ai jamais fait, je sais pas moi, du chrony ou de comment on appelle ça, de voyage dans le temps, ou j'ai jamais fait ça, ou est-ce que c'est il se trouve que celui-là j'ai jamais fait, hop. Non, en fait ça dépend du projet. Mais là, j'ai plusieurs autres projets de Space Up. J'en ai 2 qui me tournent dans la tête, quoi. J'en ai un qui est... il est près, quoi, c'est plutôt du cyberpunk. J'ai un autre projet de japonais aussi. Et après j'ai des idées de trucs un peu victoriens, tu vois, un peu Dark Academia. Mais là, c'est la vibe. Alors, j'attends que ça passe. Et je reviendrai quand ce sera fini. Ouais. J'aimerais bien écrire un spin-off de Rouille. Une romantésie? Non, pas la romantésie, non. Ça, non. J'en ai lu plein et je m'ennuie. C'est vraiment pas... Pas plus que ça. Après, j'avais écrit une nouvelle de fantasy que j'aimais bien. Il y a genre 15 ans, quoi. Non, il y a 10 ans. Attends, c'était en 2013-14, il y a 10 ans. Et mon éditeur veut absolument que j'écrive un roman de fantasy, alors que moi, j'ai pas du tout envie, tu vois, mais faut jamais dire jamais. Si un jour tu sors un roman de fantasy, on saura que c'est un gros événement parce que tu l'auras repoussé depuis très longtemps, quoi. Parce que c'est vraiment pas mon style, tu vois, mais oui, non, en fait, je vais juste là où j'ai envie de m'amuser, quoi. En fait, j'ai pas d'a priori sur l'histoire.
c'est l'histoire qui me dit quel est le genre qui lui va le mieux. Mmh. Tu vois, si ça doit être du post-apo, bah, c'est du post-apo. Si ça doit être du space-up, c'est du space-up. En fait, je vois mes personnages et ce qu'ils ont à dire c'est même pas que je me dis, c'est que ils me disent, eux, quel est l'univers qui correspond à leur histoire. Tu vois. Ah, donc c'est l'histoire qui arrive avant le genre et pas le genre... Ouais, c'est ça. Ouais, non. D'accord. Je me dis, tiens, je vais écrire l'histoire de tel personnage qui fait ça. Et en fait, l'univers qui lui va le mieux, bah, c'est un space-up, donc bah, je fais un space-up. Quoi. Ok. Donc, je ne ferme pas de porte, mais c'est vrai que pour l'instant... oui, pour l'instant, ça s'est bien passé dans ce sens-là. Voilà, c'est bien passé. Et à part la fantasy, où vraiment, là, j'y vais si je dois y aller, j'y vais vraiment à reculons. Et je fais des tours, quoi, parce que vraiment, j'ai essayé. En fait, j'ai vraiment essayé. Mais c'était il y a 10 ans, mais j'ai vraiment essayé. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, je ne m'amuse pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas un genre dans lequel je m'éclate et où j'ai l'impression d'avoir des choses à dire. Quoi. Non. Ah ouais. Non, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir rien à dire et rien à apporter dans ce genre-là, tu vois. Ouais. Donc, ça changera peut-être parce qu'il faut jamais dire jamais. Mais ce sera peut-être au jour d'aujourd'hui, comme on dit en mauvais français. Ce sera peut-être de la science fantasy. Oui, voilà. Peut-être, tu vois. Moi, j'aime bien mélanger des trucs. Là, j'ai un des projets, c'est une espèce de truc bâtard entre de l'horreur et de la SF. Mais genre, ou du merveilleux, du réalisme merveilleux et de la SF, tu vois. Mais voilà, à part la fantasy pure, il n'y a pas de genre que je m'interdis. Et en même temps, je me dis pas, je vais écrire de la romantasy ou je vais écrire un space-up. En fait, c'est l'histoire qui me dit, c'est ce truc-là qui est le mieux pour moi. Ouais, l'histoire et les personnages, comme on revient au début, les personnages, c'est vraiment le truc le plus important. Ouais, pour moi en tout cas. Ouais, vraiment. On arrive à la dernière partie de cette interview, les fameuses questions bonus. Si tu avais un conseil anti-blocage, anti-page blanche, etc., qu'est-ce que tu conseillerais ? Qu'est-ce que ce serait pour toi ? Aller prendre une douche chaude ou aller marcher dans la forêt. Moi, ça m'a toujours débloqué. Le long d'une rivière. Si le Seigneur des Anneaux ne marche pas, le Seigneur des Anneaux ne marche pas, aller faire une balade, vraiment, il faut penser à autre chose. Sortez, aller à la boulangerie, acheter un truc. Ouais. En fait, il ne faut pas avoir peur de se dire que ça va prendre du temps et qu'il faut se laisser l'espace mental de faire les connexions qu'il faut. Quoi. Et peut-être ça va prendre 3 jours, tu vois. Enfin, moi, je me rappelle qu'une des nouvelles que j'avais écrites, dans le même univers que Rouille, ça faisait des semaines que je pensais à cette nouvelle-là. Et je n'avais pas d'idée, vraiment rien. J'ai pris la voiture et j'ai lu un tweet de Maxime Chatham. Et à la fin de mon trajet, j'avais l'histoire. Donc en fait, tu vois, c'était... il faut sortir, faire autre chose, marcher, prendre la voiture, prendre une douche. Enfin, il ne faut pas avoir peur de dire... ça va prendre du temps, mais c'est pas grave, tu vois. En fait, il n'y a pas de... La page blanche, elle ne restera pas blanche, mais c'est OK que ça prenne du temps et il faut aller faire autre chose, quoi. Ouais, carrément. Je rajouterais un conseil, moi, qui m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé de commencer un chapitre, une scène, et qui marchait pas. Je sentais que ça allait pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste pas le bon personnage, le bon point de vue, quoi. Il fallait raconter l'histoire du point de vue de quelqu'un d'autre. Et après, ça débloquait tout, quoi. Ouais. Des fois, faut pas s'entêter. Non, c'est ça que j'ai prévu dans mon plan. C'est ça que machin. Non. Faut être flexible. C'est vrai. Et la douche est une très très bonne, un très bon espace d'idées de toute façon, ou faire la vaisselle, ou faire le ménage. Des trucs un peu répétitifs auxquels t'as pas besoin de mettre une pensée construite, tu vois. Ouais, clairement. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation, une œuvre d'art, ça peut être un livre, une série, une expo, j'en sais rien, un truc que tu voudrais recommander? Eh ben, en ce moment, je suis en train de lire Les Nomades du Fer de... j'ai oublié son prénom, Arnason. Éléonore Arnason. Et c'est trop bien. Si vous aimez... en fait, c'est toute cette génération de femmes qui écrivaient de la SF dans les années 80-90, la génération de Le Guin, quoi. Qui faisait de la SF un peu sociologique, voire limite anthropologique, là. Et je trouve ça passionnant, parce qu'elle aborde... Enfin, là, tu as plein de sujets sur le mal... les acquis sociaux, la construction sociale, c'est des histoires de premières rencontres souvent qui sont hyper chouettes. Et là, c'est un roman où il se passe rien. C'est juste des humains qui arrivent sur une planète et qui apprennent à découvrir le peuple qui vit là. Et voilà, c'est tout. Et c'était trop bien. Et ça m'a fait penser à plein de choses. Et du coup, je vous recommande de lire Arnason et je vous recommande d'aller vous pencher
sur la collection de novellas du Passager clandestin, que moi j'adore personnellement. Et tout ce qu'ils font est super bien. C'est des tout petits bouquins blancs. Et vraiment, la qualité des textes est incroyable. Et il faut aller lire ce qu'ils font parce que pour tout ce qui est matrimonial, les autrices et tout, c'est top ce qu'ils font. Les textes sont super. Moi, j'ai lu certains des meilleurs textes de SF que j'ai lus dans cette collection. Et vraiment, je vous recommande d'aller voir ce que fait le Passager clandestin parce que c'est top. Je mettrai les liens de toute façon dans les notes de cet épisode, vous pourrez trouver ça. Et merci Floriane pour cette interview. Merci. Ça fait trop plaisir de l'avoir fait en plus. Oui, c'était trop bien. C'était trop bien. Et puis comme d'habitude, si vous avez des commentaires, tout ça, il y a plein de choses dont on n'a pas encore parlé avec Floriane. On pourrait faire une V2, genre les femmes écrire les femmes dans tous les genres de l'imaginaire, à quel point c'est aussi important et c'est intéressant à faire. Tout ça, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vous remercie. Merci Floriane, encore une fois, d'avoir participé à cette interview d'Emiurge. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne après-midi, tout ça. Et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Caudaléa, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, le tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!